J était un épéiste talentueux, devenu un héros, et j'avais vaincu le roi démon. Mais au cours de ce processus, j'avais perdu tout ce que j'aimais. Mais quand un mystérieux cristal m'a renvoyé 4 ans en arrière, je me suis entraîné pour devenir le plus fort, afin de réécrire mon destin. Sur le continent de Lunders, 2 forces opposées coexistaient. À droite se trouvaient les races bénies par le dieu de la lumière, y compris les humains, les nains et les elfes. Et à gauche se trouvaient les démons bénis par le dieu des ténèbres. Ces 2 forces S étaient toujours affrontées au cours des 1000 dernières années, mais il y a 300 ans, un roi démon plutôt modéré était monté sur le trône et avait mis fin à toute agression envers les races humanoïdes. Les humains et les autres races, S, étaient habitués à cette paix temporaire, et N n'était pas du tout préparé au changement à venir. Au 5e mois de l'année 2826, un nouveau roi démon est monté sur le trône et sous son commandement, l'armée démoniaque a lancé une attaque totale contre les races humanoïdes, appelée plus tard la Grande Invasion. L'invasion brutale a rapidement détruit de nombreux royaumes humains, et même le plus grand empire n'a pas pu se défendre. Alors que la situation devenait de plus en plus désespérée, les races humanoïdes ont décidé de prendre une mesure risquée en rassemblant leurs forces restantes et en se lançant dans une guerre totale contre les démons. Tandis que l'armée combattait les forces démoniaques et ses généraux, un groupe de leurs guerriers les plus puissants a été envoyé pour infiltrer le château du roi démon afin de l'assassiner. Moi, Kyle, J, était le chef de l'aile, équipe d'assassinat, comprenant mon meilleur ami, Seran, et la mage Elfurza. Alors que nous courions dans un couloir, une explosion soudaine nous a séparés et a tué les soldats aléatoires qui nous accompagnaient. Seran a été blessé par l'explosion, mais en voyant 2 démons gardant une démone enchaînée. Il a réalisé qu'il devait les retenir pour le bien de la mission. Il nous a dit, à Urza et à moi, d'y aller en premier, car il nous rejoindrait après avoir géré la situation ici. Et je savais que mon ami avait l'intention de sacrifier sa vie pour arrêter ces 2 démons. Pendant que Seran combattait seul les 2 démons, Urza et moi avons atteint la salle du trône. J'ai bu une dose de jus royal super concentré pour pouvoir combattre à pleine puissance. Et Urza avait l'air très triste, car elle savait que je perdrais la vie à cause des effets secondaires du médicament, une fois son efficacité terminée. Ensuite, j'ai ouvert la porte de la salle du trône et j'ai trouvé une gemme lumineuse au milieu. J était curieux à son sujet, alors j'ai décidé de la vérifier. Urza m'a soudainement averti qu'une attaque venait d'en haut. J'ai essayé de bloquer quelques orbes d'ombre avec mon épée, mais j'ai été touché par les autres, me faisant tomber à genoux. Ensuite, un orbe plus grand et plus terrifiant s'est précipité vers moi, alors que je ne pouvais pas bouger, mais Urza s'est avancée pour me protéger. Elle a utilisé une barrière magique pour nous protéger tous les 2, mais l'orbe l'a transpercée et a commencé à la dévorer. Urza m'a fait un dernier sourire avant d'être anéanti. Et à ce moment-là, le roi démon est descendu du plafond. Je me suis levé pour l'affronter, transformant ma rage en puissance, et je me suis précipité, découpant les orbes d'ombre envoyés par le roi démon. Cependant, je n'ai pu lui infliger aucun dégât, car il était protégé par une dense couche de mana. J'ai été forcé de reculer à cause des attaques incessantes du roi démon, et je me suis caché derrière un pilier. Le roi démon a simplement utilisé des orbes du néant pour éroder le pilier lui-même, me laissant sans abri. J'ai été repoussé et gravement blessé par les orbes d'ombre. Et puis j'ai demandé au chatbot IA, dans la pierre magique de mon épée à propos de l'aile, étrange attaque de tout à l'heure. La version améliorée d'Alexa m'a dit que C était une magie de haut niveau imparable, capable de détruire tout ce qu'elle touchait. J'ai réalisé que je ne pouvais pas gagner à moins être prêt à sacrifier ma vie. Et j'ai dit à Alexa de libérer le pouvoir de la gemme. Alexa a obéi à mes ordres et le pouvoir de la gemme m'a enveloppé d'une aura brillante, repoussant automatiquement toutes les attaques du roi démon. Je me suis précipité à pleine vitesse, brisant le réseau de dés, épée du roi démon et le poignardant à travers la poitrine. Mais le roi démon a riposté et m'a également infligé une blessure mortelle. J'ai continué à avancer jusqu'à ce que la pierre magique et mon épée se brisent. Mais Sek était suffisant pour détruire le roi démon, qui a explosé en un tas de plumes noires. J'ai pensé que Sek était enfin fini, et que je pouvais maintenant mourir en paix. J'ai pensé à tout ce que j'avais voulu protéger et qui, N, était plus, y compris ma famille, mes amis et même la fille que j'aimais. Je suis tombé au sol, mais une plume noire est tombée à côté de moi et a disparu. Et l'instant d'après, la pierre magique a commencé à briller. Je me suis levé et j'ai réalisé que si le cristal perdait le contrôle, les conséquences pourraient être dévastatrices. Je me suis levé et j'ai marché vers elle. Titubant à chaque pas, j'ai saisi le cristal magique, et soudain un cercle magique est apparu autour de moi. Quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé dans ma chambre, et ma ville était intacte. J'ai éclaté en sanglots, pensant que Surt était un rêve avant de m'envoler. Mais ensuite, mon amie d'enfance Liz est entrée dans la pièce pour me réveiller. Elle était inquiète de me voir pleurer, mais je n'ai pas pu retenir mes émotions en la revoyant. Je l'ai serrée fort dans mes bras, et Liz, une vraie Tsunder, a rougi de honte. Je ne savais pas qu'elle était réelle, alors ma main est allée un peu trop loin vers le sud. Et puis j'ai perdu, équilibre, tombant sur Liz alors qu'elle était allongée sur le lit. C était trop pour elle.
Alors elle m'a projeté en arrière et m'a ensuite donné un coup de poing qui m'a brisé les côtes, me coupant le souffle. Elle m'a crié qu'il fallait au moins l'inviter à dîner avant d'envisager d'aller plus loin, et a ensuite fui la pièce. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé que je pouvais ressentir de la douleur, ce qui signifiait que ce N n'était pas un rêve. Puis j'ai soudainement remarqué que le cristal rouge du château du roi démon était toujours avec moi, et je me suis demandé ce qui se passait. Je me suis vu jeune, et sans aucune blessure, ce qui m'a encore plus troublé. Mais j'ai alors commencé à soupçonner que j'avais pu retourner dans le passé. J'ai immédiatement écarté cette idée car le voyage dans le temps était impossible, sinon quelqu'un serait déjà apparu à la fête de Stephen Hawking. Soudain, j'ai été distrait de mes pensées par la faim, et j'ai vu un festin copieux étalé pour moi. Je savais que Lise l'avait cuisiné, car ni ma mère ni moi ne savions cuisiner, et J était si heureux de la voir. Comme C était la première fois que je mangeais un délicieux repas, fait maison depuis des années, j'ai un peu trop mangé et tout dévoré. Et quand mon meilleur ami, Seran, est arrivé, il a été choqué. Il m'a demandé si je me préparais à battre le filles dans un concours de mangeurs. Il était déçu, car il voulait aussi manger ces plats qui semblaient si délicieux. Et je lui ai soudainement posé des questions sur la date d'aujourd'hui. Quand j'ai su que C était le 5e mois de l'année 2823. J'ai paniqué car cela signifiait que J était réellement retourné dans le passé. Seran m'a ensuite rappelé qu'aujourd'hui était mon anniversaire, et qu'il me pardonnerait d'avoir mangé toute la nourriture comme un cadeau d'anniversaire. Zoran a décidé d'aller supplier Lise de lui préparer quelque chose à manger, et j'ai décidé de chercher des réponses auprès de la personne la plus informée que je connaissais. Je suis entré dans un entrepôt à côté de ma maison, et je suis descendu au sous-sol que ma mère avait transformé en bibliothèque. Dès que je l'ai vue, je me suis souvenu de la douleur que j'avais ressentie en voyant son corps dans le passé, mais je m'en suis sorti quand elle m'a parlé. J'ai dit à ma mère que j'avais une question concernant la magie. Et comme elle était l'une des rares grandes mages du pays, presque personne n'en savait plus sur la magie qu'elle. Ma mère était ravie d'entendre cela, et ensuite je suis allé droit au but, demandant s'il existait un sort pour remonter le temps. Elle m'a dit qu'il existait des sorts capables de manipuler le temps, mais qu'ils étaient en fait inutilisables en raison de la quantité gigantesque de mana qu'ils requéraient. Et elle a dit que même le plus grand mage de l'histoire n'avait pas pu remonter le temps, ne serait-ce que d'une seconde. Et j'ai demandé si ce N était pas possible si quelqu'un utilisait un outil magique pour stocker du mana. Ma mère a dit que C était une bonne idée, mais que la collecte de cette quantité de mana prendrait au moins 1000 ans. J'ai demandé: et si quelqu'un utilisait une magie interdite pour transformer des vies humaines en pouvoirs magiques? Et ma mère y a réfléchi profondément, disant que cela ne fonctionnerait pas non plus. Elle croyait qu'au moins la moitié de la population du continent devrait être sacrifiée pour générer cette quantité de mana. Et surtout, aucun outil magique ne pouvait stocker une quantité de mana aussi gigantesque. Cependant, il y avait une exception. Ma mère a sorti un livre et m'a parlé du cœur du dragon divin légendaire, que l'ancien royaume magique de Zarles avait utilisé pour prospérer. Cependant, le pouvoir du cœur de dragon s'est finalement épuisé, et le royaume a été détruit, car il ne pouvait pas le gérer. Ma mère m'a dit que le cœur du dragon pouvait stocker suffisamment de magie pour remonter le temps, mais qu'il avait disparu environ 1000 ans avant la chute de l'ancien royaume. Elle pensait que les démons l'avaient peut-être déjà trouvé, et je ne pouvais pas révéler que sa théorie était correcte. Ensuite, je suis allé à mon endroit préféré pour regarder la ville, me demandant pourquoi le roi démon avait accumulé du mana pour retourner dans le passé. Juste à ce moment-là, Lise est arrivée, et elle était toujours en colère à cause de ce qui était passé le matin. Je me suis agenouillé, et je me suis excusé, disant que j'avais agi ainsi parce que j'avais fait un rêve vraiment inquiétant ce matin. Lise a réalisé que ce rêve concernait sa mort, et elle a décidé de me pardonner. Ensuite, elle m'a souhaité un joyeux anniversaire, et je me suis immédiatement souvenu de l'invasion de l'armée démoniaque, qui avait attaqué ma ville natale en premier, parce que nous vivions dans la région frontalière. Les démons avaient réduit notre ville en cendres, tuant tout le monde, et c'est ainsi que j'avais perdu Lise. J'avais juré de la venger. Mais cette fois j'ai décidé de la protéger, elle et tous ceux que j'aimais. Je déclare que je changerai mon destin et celui du monde à tout prix. Cette nuit-là, j'ai noté tous les grands événements à venir pour m'aider à me préparer pour l'avenir. Mais je savais que ce N n'était pas suffisant. J'ai pensé que je pouvais commencer mon voyage en continuant à m'entraîner et en allant dans la forêt pour voir mon niveau actuel. La première chose que j'ai faite fut d'imaginer l'image du roi démon et d'essayer de combattre mes souvenirs de lui. Le roi démon s'est avéré être le boss final de mon imagination, et je sentais ses attaques physiquement en essayant de les parer avec mon épée. Je ne pouvais pas suivre les attaques rapides du roi démon, car mon corps manquait d'entraînement. J'ai donc décidé de me renforcer par la magie pour compenser. J'ai jeté un sort pour augmenter ma vitesse et mon agilité, et j'ai constaté que mes sorts étaient désormais beaucoup plus efficaces. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi et j'ai foncé droit sur le roi démon, qui, au début, a agi comme un stormtrooper, ratant tous ses tirs, mais m'a ensuite frappé à la tête par surprise. Je suis tombé au sol, réalisant que même avec la magie améliorée, mon corps ne pouvait pas suivre les compétences, et que je devais travailler dur si je voulais changer l'avenir. Pendant que j'haletais sur le sol, Lise et Seran me regardaient depuis les buissons, se demandant ce qui était arrivé, car seulement 3 jours auparavant, j'aurais abandonné depuis longtemps. Juste à ce moment-là, la mère de Seran, Ila, est arrivée. Et après avoir vérifié Lise et Seran, elle a demandé ce qui m'arrivait, car il semblait que je m'entraînais pour combattre un ennemi extrêmement rapide et fort. Lise a répondu qu'elle était elle aussi confuse à ce sujet car quelques jours auparavant, J était déprimé et démotivé, et Seran pouvait le confirmer. Ila a dit que si un garçon devenait soudainement motivé, la raison ne pouvait être qu'une femme.
et Lise a été choquée d'entendre cela. Voyant qu'elle était si choquée et jalouse, il a dû retirer sa théorie, car si je pouvais passer à telle étape suivante avec une femme, ce devait être Lise. Eh bien, elle n'a pas compris cela. Et dans un accès de jalousie, elle est allée droit vers moi et m'a attrapé par le col. Elle m'a demandé avec qui je sortais, en commençant à me secouer violemment. Et finalement, j'ai vomi mon petit déjeuner, qui était principalement de la salade, à en juger par la couleur. Après cela, elle a préparé un délicieux déjeuner pour s'excuser de son accès de jalousie soudain. Et tout le monde en a été ravi. Maintenant que nous étions tous réunis au même endroit, j'ai décidé de leur demander qui avait suffisamment d'influence pour attirer l'attention de plusieurs nations. Sauron a dit que n'importe quel roi pouvait le faire. Et ma mère a dit que les plus hauts prêtres de la déesse de la terre avaient aussi une grande influence. Il a réfléchi un peu plus longtemps, et a dit que le héros Randolph, qui avait vaincu le roi démon 300 ans auparavant, était également très respecté, et que toutes les races humaines et elles écouteraient. Maintenant que j'avais ma réponse sur les personnes les plus influentes du continent, j'ai réalisé que je ne pouvais pas devenir roi ou grand prêtre en 2 ans, mais je pouvais devenir un héros, et ensuite je pourrais faire en sorte que les humains se préparent à la guerre. Ce soir-là, j'y étudiais seul dans ma chambre. Quand Sauron est arrivé, il a été surpris de me voir entouré de tant de livres et m'a demandé si Jez était sûr de vouloir devenir un héros. J'ai dit que j'avais l'intention de travailler dur pour cela et j'ai demandé à Sauron s'il avait des idées qui pourraient aider. Sauron m'a simplement demandé d'aller tuer le roi démon. Car alors je serais sûrement appelé un héros. Mais je lui ai rappelé que était l'objectif ultime. Sauron a ensuite dit qu'un héros avait besoin de force pour être reconnu. Mais je pensais que l'argent était plus important. J'ai expliqué qu'un héros ne recevait pas de récompense ou d'argent pour aider les gens, mais qu'il avait quand même besoin d'argent pour voyager et entretenir son équipement. Sauron a vu la logique dans mon argumentation, et je lui ai ensuite dit que la prochaine chose dont un héros avait besoin était des relations avec les riches et les puissants. Le troisième facteur pour devenir un héros était la chance, et j'ai dit que seules les personnes qui se trouvaient au bon endroit au bon moment avaient une chance de s'améliorer et de devenir un héros. J'ai déclaré que J était prêt à tout faire pour devenir un héros. Et il a dit que ce N n'était pas ce qu'un vrai héros dirait. Il sentait que je ne voulais pas vraiment être un héros, mais que être un héros N était qu'un tremplin vers un autre objectif. Je lui ai dit qu'il avait raison, mais j'ai simplement demandé à Sauron de me faire confiance à ce sujet. Sauron m'a souhaité bonne chance, mais j'avais l'intention de l'intégrer bientôt à mes plans. Ensuite, j'ai continué à travailler sur ma stratégie pour obtenir de l'argent, des relations et de la chance. Peu de temps après, j'ai dit à Ila, qui était aussi mon professeur, que j'allais partir en voyage. Ila m'a dit que était une bonne idée, et m'a demandé d'emmener son fils avec moi. Était mon plan depuis le début. Et quand j'ai remercié la mère musclée de m'avoir donné la permission, le gars a demandé si quelqu'un lui avait demandé son avis. Peu après, j'ai parlé à Lise de mon plan de partir en voyage vers la capitale et au-delà. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai précisé que je ne l'emmènerais pas avec moi, peu importe à quel point elle me supplierait. Elle était furieuse que j'emmène Sauron mais pas elle, alors qu'elle s'entraînait aussi et était assez forte. Je lui ai dit que les amis passaient avant tout, et j'ai ensuite dit que je voulais qu'elle soit en sécurité car mon voyage serait très dangereux. Lise était sur le point de dire quelque chose, mais cette fois je l'ai rapidement embrassée, la laissant complètement sans voix. J'ai promis qu'à mon retour, elle serait la première personne que je voudrais voir. Lise n'a rien pu dire à cela, et elle m'a seulement demandé de promettre que je rentrerai en toute sécurité. Ensuite nous sommes allés au marché pour faire quelques achats avant mon départ, et Lise a remarqué une belle elfe au loin. Dès que j'ai vu son visage de profil, j'ai reconnu l'elfe nommée Urza, et je me suis dirigé vers elle en ignorant complètement ma petite amie. Je me suis approché d'Urza, et je me suis rappelé qu'elle avait été ma principale compagne après avoir perdu Lise dans ma vie précédente. Je me suis souvenu d'une scène de nos moments intimes, où elle m'avait dit de l'appeler par son vrai nom lorsque nous étions seuls. Mais je l'ai accidentellement appelée par son vrai nom en public. L'elfe, plus connue sous le nom d'Urza, a été surprise d'entendre cela, car était la première fois qu'elle me rencontrait. Elle était sur le point de dégainer son arme, et j'ai paniqué en réalisant ce que je venais de faire. Je lui ai attrapé la main pour l'arrêter, et j'ai ensuite utilisé un sort pour l'endormir, puisque je connaissais son vrai nom. Elle s'est endormie dans mes bras, et je me suis demandé comment tout lui expliquer. Quand elle s'est réveillée, j'ai réalisé que j'avais de plus gros problèmes à gérer. Lise se tenait derrière moi, furieuse, car elle avait surpris cet imbécile en train de la tromper quelques heures seulement après leur premier baiser. J'ai essayé de tout lui expliquer, mais elle, n'était pas disposée à écouter quoi que ce soit, et a déclaré qu'elle m'accompagnerait dans mon voyage pour s'assurer que je ne batifolais pas pendant qu'elle attendait. Quoi qu'il en soit, Urza s'est vite réveillée chez moi, et elle était presque prête à me tuer. Elle m'a demandé comment je connaissais son vrai nom, car seule elle et ses parents le savaient. Je ne pouvais pas lui dire qu'elle me donnerait son nom, elle, même dans 4 ans quand nous serions amoureux. Alors, j'ai simplement promis de tout lui expliquer plus tard. Urza n'était pas satisfaite de cela. J'ai donc suggéré que nous puissions signer un pacte qui m'empêcherait d'utiliser son vrai nom à de mauvaises fins. Urza était choquée, car les gens ordinaires ne connaissaient même pas ce pacte. Et elle m'a demandé si Javadegui était sérieux, car si je rompais le pacte, je mourrais. Je lui ai dit que Javadegui était sérieux et prêt à faire le pacte immédiatement. Mais elle a dit qu'elle ne pouvait faire le pacte que la nuit de la pleine lune, ce qui était dans quelques jours. Elle a dit qu'elle resterait dans cette ville jusqu'à ce moment-là,
mais je l'ai assommé en disant que je partirais le lendemain. Urza n'a eu d'autre choix que de m'accompagner. Lise a donc également suivi pour empêcher une elfe de lui voler son homme. Le lendemain matin, alors que mon groupe et moi étions prêts à partir, ma mère est devenue émue et mon père était également là, mais je l'ai à peine reconnu car il était jamais à la maison. Avec cela, nous 4 sommes partis. Et en gros, j'avais convaincu Urza d'accepter de faire partie de mon groupe. J'ai dit que nous irions à la capitale plus tard, car je voulais d'abord me rendre aux montagnes Sunuard, qui contenaient le donjon de la légendaire reine sorcière. Seran a dit que ce était qu'une légende, mais j'ai sorti une carte du donjon, disant que le donjon était réel. Et la carte indiquait même l'emplacement de la salle au trésor. Seran et Lise ont tous deux commencé à avoir pitié de moi, pensant que quelqu'un m'avait dupé en me vendant une fausse carte, et je comprenais pourquoi ils réagissaient ainsi. Cependant, quand Urza a regardé la carte et a dit qu'elle était faite de belles écorces de l'arbre monde avec une technologie éteinte depuis 2000 ans, ce qui signifiait que cette carte était authentique, Seran et Lise l'ont cru immédiatement, ce qui m'a irrité. Mais ensuite, ils ont fait remarquer que la salle au trésor était trop éloignée, et qu'il faudrait beaucoup de temps pour l'atteindre. Je leur ai dit de ne pas s'inquiéter car j'avais un plan, et mon plan était simplement de creuser un tunnel pour atteindre la salle au trésor plus rapidement. Pendant que Seran et moi creusions, Urza est devenue la superviseure, nous donnant des ordres pour que tout soit fait correctement. Quand nous nous sommes reposés la nuit, Lise nous a préparé le dîner avec l'ours qu'elle avait tué à main nue. Après quelques jours de creusement, nous étions presque arrivés à la salle au trésor. Mais en me voyant seul, Urza a décidé d'avoir une conversation sérieuse avec moi. Elle voulait savoir pourquoi je voulais tant devenir un héros, et si cela était lié à la raison pour laquelle je connaissais son vrai nom. Alors que je me demandais si je devais lui dire la vérité, j'ai heurté le fond du mur et ouvert le passage vers la salle au trésor. Cela a interrompu notre conversation, et j'ai dit à Urza d'appeler Seran et Lise immédiatement. Nous sommes entrés ensemble dans la salle au trésor, et la pile d'or a instantanément rendu Seran fou, alors qu'il sautait dans le trésor et commençait à crier comme un fou. J'ai averti les filles de ne pas devenir comme lui. Juste après, j'ai décidé de garder tout le monde occupé avec l'or, et j'ai couru vers une pièce secrète où était caché le vrai trésor, qui était l'eau, épée que j'avais utilisée dans ma vie précédente. Épée apparut devant moi sous la forme d'un esprit de bas niveau, qui me félicita d'avoir surmonté les différentes épreuves et d'être arrivé ici en toute sécurité. Mais je l'ai juste fait taire, disant que mes amis entendraient. L'esprit de bas niveau s'est fâché contre moi, disant que je devais l'inviter à dîner, avant de devenir intime. Elle a demandé si je savais qui elle était, et je l'ai à nouveau fait taire, disant que je savais qu'elle était une arme créée par la reine magicienne Syldonia, qui avait régné sur le royaume magique de Zarl à son apogée. Je savais aussi que l'épée contenait une partie de la connaissance et de la conscience de la reine, et l'esprit de l'épée m'a demandé comment je pouvais savoir tout cela. Je lui ai dit que je lui raconterais tout bientôt, mais pour l'instant je devais me dépêcher et affronter le dernier défi. L'esprit de bas niveau a décidé de coopérer et de retourner à la gemme, sur la poignée de l'aile, épée. Ensuite, j'ai ramassé l'aile, épée, et soudain l'esprit de bas niveau a utilisé sa capacité à regarder dans mon esprit. Elle a lu les souvenirs de ma vie passée et est immédiatement réapparue sous forme humaine, demandant si tout cela était vrai. J'ai confirmé que tout était vrai, et que j'avais le cœur du dragon divin maintenant. L'esprit Syldonia ne pouvait pas croire que la magie du voyage dans le temps existait réellement. Mais à ce moment-là, mes amis sont venus me chercher. J'ai dit à Syldonia de jouer le jeu avec moi car je ne voulais pas que mes amis connaissent le passé, et elle a accepté à contre-cœur. Dès que Lise et les autres sont arrivés, j'ai commencé à crier que j'avais acquis une épée intelligente légendaire nommée Syldonia. Et peu de temps après, l'esprit de bas niveau est également devenu partie prenante du groupe. Alors qu'elle mangeait des biscuits que Lise avait faits, Syldonia a répondu aux questions de mes amis. Elle leur a dit qu'elle était une partie de la reine magicienne Syldonia, qu'il l'avait laissée à l'intérieur de Schlen, épée pour juger ceux qui viendraient réclamer ses trésors. Ensuite, elle m'a dit que si je n'étais pas digne de recevoir son trésor, elle avait activé le piège final, détruisant le donjon et tous ceux qui s'y trouvaient. Cependant, elle m'a permis d'utiliser épée maintenant. Elle m'a également dit de prendre la sacoche magique connectée à la salle du trésor, afin que je puisse retirer autant d'argent que j'en aurais besoin. Ensuite, nous sommes allés à la capitale et j'ai dit que maintenant que nous avions de l'argent, nous devrions acheter de l'ouf, équipement de bonne qualité pour nous-mêmes, et nous sommes immédiatement allés à la boutique d'armes la plus célèbre de la ville. La réceptionniste m'a froidement accueilli et m'a demandé si j'avais une lettre de recommandation de l'un de leurs clients habituels. Et je me suis soudain souvenu que cette boutique était un peu exclusive et que les nouveaux clients devaient payer un acompte avant d'entrer. La réceptionniste m'a dit que les frais étaient de 10 000 pièces par personne et je lui ai simplement donné 5 pièces de Zarl pour couvrir les frais de tous mes amis. La réceptionniste a rapidement conduit le groupe à l'intérieur où le propriétaire du magasin, Fesba, les a accueillis. Syldonia a immédiatement reconnu certaines des armes fabriquées par un forgeron célèbre pendant son règne et a commencé à se vanter de connaître ce forgeron d'armes et qu'il n'y était même pas si bon. Je l'ai fait taire, disant à Fesba que cette fille avait vraiment une imagination riche. Et puis nous avons distrait Syldonia avec quelques friandises. Je suis allé voir la meilleure armure que le magasin avait. Fesba m'a parlé de l'armure faite de peau de dragon et de plumes de phénix, expliquant qu'elle était vraiment chère à cause de ses matières premières. Mais j'ai décidé de l'acheter sans négocier.
J'ai dit à mes amis d'acheter tout ce dont ils auraient besoin pour le voyage à venir. Et peu de temps après, Lise a acheté une paire de gants, tandis qu'Urza a acheté un talisman avec une pierre spirituelle. L'autre gars a également acheté une armure, puis a commencé à flirter avec la réceptionniste, qui s'est enfuie, pensant qu'il était un pervers. Ensuite, j'ai demandé à Fezba des pierres magiques et il m'en a montré une qui contenait de la magie explosive. J'ai décidé de la prendre et j'ai ensuite demandé quelle pierre magique serait plus efficace contre les monstres de type reptile. Le propriétaire du magasin a apporté une pierre magique de glace, et j'ai dit que je prendrais toutes les quantités qu'il avait en stock, ainsi que toutes les potions de guérison. La panique de Fezba grandissait alors que je continuais à ajouter des articles à mon panier, et que la vue du paiement intégral devant lui le stupéfie. Quoi qu'il en soit, après les achats, Soran craignait que des rumeurs désagréables à notre sujet ne commencent, mais je lui ai dit que nous quitterions la capitale demain, donc ces rumeurs n'avaient pas d'importance. Soran a paniqué en entendant cela, et il a immédiatement décidé d'aller dans les bars pour draguer, tandis que Lise et Urza ont décidé d'explorer la ville ensemble. Sildonia voulait aussi manger toutes les friandises qu'elle pouvait, mais je l'ai arrêtée pour discuter d'une affaire importante et privée. Lorsque nous sommes arrivés dans une chambre d'hôtel, je lui ai demandé si l'avenir pouvait vraiment être changé, et Sildonia m'a donné sa théorie selon laquelle J était arrivé dans un univers différent en voyageant dans le passé. Elle a dit que l'avenir ne serait pas exactement le même, mais que les événements majeurs resteraient intacts, comme la grande invasion démoniaque dans 3 ans. Cependant, l'avenir pouvait être changé si nous faisions un effort, et cela me suffisait. Soudain, j'ai réalisé que puisque J était venu dans ce monde avec le cœur du dragon divin, la version de cet univers devait toujours être avec le roi démon. Sildonia a entendu mes inquiétudes et a dit qu'elle avait une théorie à ce sujet. Elle a dit que le sort interdit le plus redoutable était la fusion d âmes pour augmenter la puissance magique et qu'ils avaient essayé de l'étudier à son époque, mais qu'ils avaient échoué lamentablement. Ensuite, elle m'a demandé de réfléchir à ce qui était arrivé à Val, âme du Kyle de ce monde, car J était clairement venu d'un autre monde. J'ai soudain réalisé que mon âme avait fusionné avec l'air, âme du Kyle de ce monde. Et Sildonia m'a dit que j'avais réalisé une fusion d âme que les chercheurs les plus talentueux de son empire n'avaient pas pu accomplir. Je me suis souvenu que ma puissance magique avait considérablement augmenté auparavant et que maintenant tout avait un sens. J'ai demandé à Sildonia s'il y avait des effets secondaires à la fusion d âme et elle m'a dit que cela n'avait jamais été fait auparavant, donc personne ne le savait. Tard dans la nuit, Lise et Urza partageaient une chambre, et Lise s'est endormie la première tandis que l'elfe prenait un bain de lune en sirotant du vin. Elle a commencé à penser que ce court voyage était mieux passé que prévu, et ses pensées ont finalement convergé vers moi. Elle s'est surprise à sourire en pensant à moi, mais elle a alors soudainement réalisé qu'il devait accomplir un rituel spécial ce soir, car était la nuit de la pleine lune. Pendant ce temps, J était dans la forêt, haletant après une séance d'entraînement intense. J'ai commencé à parler à Sildonia de la magnificence de épée, et que les autres épées en mithril que j'avais utilisées ne pouvaient pas la rivaliser. Sildonia m'a dit que cette épée n'était pas faite de mithril. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, Urza est arrivée en courant. Je lui ai demandé pourquoi elle était si pressée, et elle m'a rappelé que nous devions conclure le pacte la nuit de la pleine lune afin qu'elle puisse protéger son vrai nom. J'ai aussi réalisé que j'avais oublié cela, et j'ai dit que nous devrions le faire une autre fois car j'étais vraiment fatigué. Cependant, Urza m'a dit qu'il ne pouvait pas reporter le rituel d'un mois de plus, car son vrai nom était menacé. J'ai accepté à contre-cœur, et Urza a alors commencé à dessiner un cercle magique complexe sur le sol. Le rituel qu'ils allaient accomplir était généralement effectué lorsque 2 esprits se mariaient et qu'ils se révélaient leur vrai nom tout en promettant d'être ensemble pour la vie. Quand elle m'a entendu faire ma proposition, son cœur a palpité, et elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle allait traverser un rituel de mariage avec quelqu'un qu'elle n'avait rencontré qu'1 mois auparavant. Quoi qu'il en soit, une fois qu'elle a terminé le cercle magique, elle m'a réveillé et m'a dit d'entrer dans le cercle. Ensuite, elle a activé le cercle magique pour conclure le pacte, et je me suis souvenu de la dernière fois que nous l'avions fait. Urza m'a demandé si je ne partagerais pas son vrai nom, ni ne l'utiliserais à des fins malveillantes, et j'ai affirmé. Elle a dit que le pacte était accompli avec cela, mais je me suis souvenu que nous nous étions embrassés la dernière fois, alors je l'ai soudainement embrassé. Urza a savouré le moment pendant 1 seconde avant de devenir confuse. Elle m'a repoussé, m'appelant pervers, et me demandant comment j'avais osé l'embrasser. Je lui ai dit que je pensais que nous nous étions embrassés pour sceller l'accord, mais Urza m'a dit que était quelque chose réservé au mariage. Je lui ai dit avec anxiété que nous devions considérer cela comme un malheureux accident dans ce cas, et Urza est devenue folle de rage, m'attaquant avec sa magie de feu. Le lendemain matin, Urza et moi étions tous les 2 somnolents à cause des incidents de la nuit dernière, et Serran était somnolent parce qu'il avait essayé de draguer toute la nuit mais avait été rejeté à chaque fois. Je l'ai ignoré et me suis tourné vers Urza, lui demandant si elle voyagerait avec nous, même après que le pacte ait été conclu. Et elle a répondu qu'elle n'avait pas d'autre choix puisque je ne lui avais pas encore dit comment je connaissais son vrai nom. J était heureux d'entendre cela, mais Lise m'a ensuite tiré de ma rêverie romantique en me demandant pourquoi nous allions dans la ville d'Arshen. J'ai paniqué car je ne pouvais pas lui dire la vérité. Alors j'ai dit que Sildonia pouvait vaguement deviner l'avenir.
et qu'elle m'avait dit d'aller à Archen. Peu de temps après, ils sont arrivés dans la ville, et il s'est avéré que la princesse Milena de l'Empire Zergus était également là pour des affaires officielles. Tout le monde s'est rassemblé pour la voir, et mes amis et moi, nous sommes également joints à la foule. Tandis que Milena gagnait le cœur de tous par sa gentillesse et sa grâce. Mon attention s'est à nouveau portée sur son garde du corps, Zentos, qui avait été l'un de mes meilleurs amis dans ma vie précédente. Zentos a également remarqué que je le regardais fixement, mais il n'a rien fait sur le champ. Pendant ce temps, Sildonia m'a demandé si était la princesse dont j'avais parlé plus tôt, et j'ai confirmé que la princesse Milena mourrait dans 2 jours. Ensuite, nous sommes retournés dans notre chambre, où j'ai dit à Sildonia que Milena était là pour présenter ses condoléances au village attaqué par le monstre Hydra. Mais 2 jours plus tard, alors qu'elle arrivait dans un village voisin, son groupe serait attaqué par l'Hydra, la tuant. Alors que tout le monde penserait que ça était le malheur de la bonne princesse, je pensais que ça était le résultat de la stupidité de Milena, car elle n'aurait pas dû se rendre là où un monstre attaquait les gens. Sildonia a dit que cela pouvait aussi être un assassinat, et je me souvenais qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles le demi-frère de Milena, le prince Carinès, était derrière l'assassinat, mais elles n'ont jamais été prouvées. Néanmoins, je suspectais le prince, car il était en ville en ce moment. Mais il ne se montre à personne car c'est un raté qui ne quitte pas sa chambre, comme vous tous. Eh bien, je ne me soucie pas de la raison, car la seule chose que je voulais, ça, était sauver la princesse et être reconnu comme un héros au début de ma carrière. J'ai dit que si je voulais être reconnu comme un héros, je devais faire en sorte que cela paraisse naturel et organique quand je me précipiterais pour l'aider. Juste à ce moment-là, Seran est entré dans la pièce en disant qu'il n'avait rien pu trouver sur le programme de la princesse Milena. Je lui ai demandé pourquoi il était renseigné là-dessus en premier lieu et le romantique sans espoir a répondu qu'il voulait sauver la princesse du danger et allumer des étincelles romantiques entre eux. Je me suis senti déçu de moi-même, parce que j'avais la même idée que mon ami idiot. Seran m'a dit de faire la queue parce qu'il avait déjà réservé Milena, mais je l'ai rassuré, en lui disant que j'avais déjà plus de problèmes que je ne pouvais en gérer. J'ai révélé que Milena était bel et bien en danger, et j'ai de nouveau utilisé les capacités de voyance de Sildonia comme source d'information. Seran m'a entièrement cru et a déclaré qu'il allait simplement suivre la princesse. Il était assez confiant dans sa capacité à espionner les femmes, et j'espérais que cet idiot ne gâcherait pas mes plans. Le lendemain, alors que le convoi de Milena quittait la ville, mes amis et moi la suivions avec impatience depuis les buissons. Les filles se demandaient comment elles pourraient suivre le convoi de la princesse sans être remarquées pour la sauver du danger dans lequel elle était censée se trouver. Et Sildonia leur a dit qu'elle était occupée de tout. Elle s'est immédiatement transformée en faucon, à la surprise de tous. Elle a expliqué qu'elle était que le joyau de mon épée, et que son corps était une projection créée par magie, elle pouvait donc facilement changer de forme. Ensuite, elle a volé au-dessus du convoi de Milena, et mes amis et moi pouvions voir tout ce qu'elle voyait à travers le joyau de l'or, épée. Nous étions tous distraits en discutant de la façon dont cette capacité pourrait être utilisée pour l'activité préférée de tout pervers. Sildonia nous a dit de faire attention aux images, car les choses commençaient à devenir dangereuses dans le convoi. Les conducteurs ont soudainement commencé à attaquer les gardes et j'ai réalisé que je devais me joindre à la lutte maintenant. Quand je suis arrivé au convoi, les conducteurs avaient vaincu tous les gardes et commencé un rituel pour invoquer des monstres. Dès qu'ils nous ont vus, mon groupe et moi, ils se sont préparés au combat. Mais j'ai utilisé une compétence pour augmenter ma vitesse et les ai abattus avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit. Ensuite, j'ai ligoté les traîtres afin qu'ils puissent être interrogés plus tard. Et pendant ce temps, Seran a vérifié Milena et a trouvé qu'elle était toujours vivante mais inconsciente. Je lui ai demandé de rester avec la princesse et de la protéger quand soudain un monstre hyène l'a attaquée. Il l'a rapidement transpercée, mais ensuite une horde d'énormes hyènes a encerclé le chariot. Les filles et moi avons fait de notre mieux pour les repousser, mais les hyènes ont attaqué les gardes inconscients. J'ai demandé à Seran s'il pouvait conduire le chariot en sécurité, mais il a constaté que les rênes avaient été coupées et qu'il devrait les attacher fermement. La situation semblait déjà tendue, mais l'hydre a alors également commencé à les approcher. Je pouvais anticiper qu'elle arriverait bientôt à cause de ses pas, qui faisaient trembler le sol, et j'ai dit à mes amis que notre priorité absolue était de garder la princesse en sécurité. J'ai demandé à Seran et aux filles d'emmener Milena hors de là, pendant que je restais pour combattre l'hydre. Les filles n'aimaient pas l'idée, mais je les ai rassurées en leur disant que je n'étais pas téméraire et que j'avais de réelles chances de vaincre la bête. Urza a décidé de me faire confiance et je me suis ensuite précipité pour affronter l'hydre. Sildonia m'a demandé si J était sûr de pouvoir vaincre un monstre aussi puissant seul. Et j'ai dit que cela dépendrait du nombre de têtes. Car plus une hydre a de têtes, plus elle est puissante. J était confiant de pouvoir abattre une hydre à 3 têtes. Mais quand la bête est apparue devant moi, j'avais oublié les maths, et la seule chose que j'ai pu dire, c'est qu'elle avait plus de 3 têtes. J'ai failli me faire dessus quand j'ai vu l'hydre à 8 têtes. Mais il était trop tard pour fuir et j'ai décidé de persévérer. J'ai facilement esquivé les attaques frontales des têtes de l'hydre. Mais quand la bête a commencé à cracher du poison, je me suis protégé avec ma cape. Le poison a immédiatement tué les plantes voisines. Mais grâce à mon armure de haute qualité, J était complètement en sécurité.
Ensuite, j'ai sorti la pierre magique de glace de ma poche et l'ai lancée sur l'hydre. La bête a cessé de bouger à cause du froid mordant. Puis, j'ai utilisé la pierre magique explosive pour infliger d'énormes dégâts à la bête, créant une brèche dans son corps écailleux. Ensuite, je me suis précipité pour profiter de la blessure superficielle et j'ai bloqué une autre salve de poison avec ma cape. J'ai rapidement tranché l'une des têtes de l'hydre, mais était aussi inutile que tous les messages d'excuses que j'avais envoyés à mon ex hier soir car la tête a repoussé immédiatement. J'ai continué à me battre avec la même stupide stratégie de couper les têtes qui repoussaient sans problème, et j'ai ensuite réalisé que je n'avais plus de pierre de glace. Malgré mes attaques continues, l'hydre ne semblait pas du tout faiblir. Et j'ai décidé d'utiliser ma dernière stratégie. Je me suis précipité vers l'hydre avec ma compétence de super vitesse tout en cachant une pierre explosive dans ma main. L'hydre n'a pas été assez rapide pour réagir à ma personne, et je l'ai facilement transpercé à la poitrine. J'ai élargi la blessure, et y ai ensuite inséré une série de pierres explosives activées dans le corps de l'hydre juste avant d'être projeté. J'ai réussi à me relever malgré mes graves blessures, et l'hydre a commencé à avancer agressivement vers moi. Cependant, les pierres explosives ont explosé en même temps, soufflant l'hydre sous 3 angles différents comme une sorte d'émission de télévision indienne. Suite à la puissante explosion, le corps de l'hydre a été dispersé partout, et Sildonia m'a dit que j'aurais dû le faire plus tôt pour économiser certaines de mes pierres magiques. J'ai répondu que était une dernière tentative et que je ne pouvais pas utiliser cette technique risquée tout le temps au combat, mais J était content d'avoir vaincu un monstre aussi puissant. D'autre part, Urza et les autres avaient également vaincu des monstres et ils avaient décidé de me soutenir immédiatement. Cependant, J était déjà de retour à ce moment-là, leur disant que l'hydre était un adversaire coriace, mais pas assez puissante pour me vaincre. Les filles étaient ravies d'entendre cela, mais l'instant d'après elles se sont bouché le nez et m'ont dit que je sentais la chair d'hydre brûler et que je devrais prendre un bain avant de m'approcher d'elles. J était très déçu car j'avais espéré que mes filles me feraient plus de compliments, mais bon, je suis allé prendre une douche. Pendant ce temps, Seran essayait toujours de réparer le chariot et la princesse, et ses serviteurs étaient toujours inconscients. Je pensais qu'ils avaient été empoisonnés, alors j'ai demandé aux filles de leur donner un antidote. Juste à ce moment-là, Seran m'a tendu une pochette qu'il avait trouvée à proximité, et j'ai réalisé qu'elle avait été utilisée pour invoquer des monstres, ce qui signifiait qu'il s'agissait d'un assassinat mis en scène pour ressembler à une attaque de monstres. Il s'est avéré que le prince Carinès était bien derrière l'assassinat, et le garde du corps de Milena, Zentos, travaillait également avec lui. Ils ont reçu des nouvelles de leur tentative ratée, et Zentos a décidé d'envoyer une autre équipe pour finir le travail. De retour dans la forêt, il faisait déjà nuit quand Milena s'est lentement réveillée, et elle n'arrivait pas à croire qu'elle était toujours en vie. Urza lui a demandé de se calmer, et Milena a dit qu'elle n'avait jamais pensé qu'elle se réveillerait. Elle m'a demandé, à moi et à mes amis, si nous l'avions sauvée, et Seran s'est immédiatement précipité pour s'attribuer tout le mérite. Un coup de poing de Lise l'a rapidement mise à terre, et je me suis ensuite officiellement présenté à Milena, en disant que nous étions un groupe d'aventuriers itinérants qui avions découvert son convoi attaqué, et nous étions précipités pour aider. Juste à ce moment-là, sa servante s'est réveillée, et s'est immédiatement placée entre Milena et moi, essayant de la sauver d'un étranger. Milena l'a rassurée en lui disant que mes amis et moi les avions sauvés et qu'ils pouvaient donc nous faire confiance. Puis elle s'est levée pour voir la situation à l'extérieur et je lui ai dit que les choses étaient plutôt mauvaises là-bas. Cependant, Milena s'en moquait et quand elle est sortie sur le champ de bataille, elle était une personne complètement différente. Elle a commencé à examiner les conducteurs morts et je lui ai raconté qu'ils étaient ceux qui avaient tué les gardes quand Jiféré était arrivé. Juste à ce moment-là, Sildonia m'a dit qu'une escouade de chevaliers royaux s'approchait de nous et j'ai transmis cette information à Milena. Elle a paniqué en entendant cela et a dit qu'ils devaient s'enfuir immédiatement, car si les chevaliers royaux les trouvaient, ils tueraient non seulement elle, mais aussi mes amis et moi. Je lui ai demandé pourquoi des gens de son propre royaume voulaient la tuer, et elle a répondu que l'homme qui voulait la tuer était Zentos. Je ne pouvais pas croire que Zentos ferait quelque chose comme ça, mais Milena était catégorique. Ensuite, elle a dit à sa servante Arca de brûler tous les corps dans la zone, afin que les gardes royaux prennent un peu plus de temps pour la chercher parmi eux. Elle a dit qu'il devait gagner autant de temps que possible pour échapper, puis a dit à son serviteur de conduire le carrosse. Elle m'a demandé, à moi et à mon groupe, de l'accompagner, afin qu'elle puisse expliquer la situation, et a décidé de jeter les sacs de rappel de monstres dans le feu, pensant qu'une horde de monstres ralentirait encore plus les chevaliers. Pendant ce temps, dans le carrosse, j'ai demandé à Milena si Zentos, le commandant du 2e bataillon de chevaliers royaux, était vraiment celui qui essayait de la tuer. Milena l'a confirmé, et a également dit que Zentos travaillait avec son demi-frère, Carinès. Alors que Seran et Urza étaient choqués d'entendre parler de la querelle familiale, je ne pouvais toujours pas croire que Zentos tenterait de tuer la princesse. Elle m'a dit qu'elle l'avait entendu directement de sa bouche la veille. Elle a expliqué qu'on lui avait donné des somnifères dans sa boisson et que, alors qu'elle s'endormait lentement, elle avait clairement vu Zentos et Carinès parler du fait qu'elle ne se réveillerait pas avant le lendemain soir, mais que, à ce moment-là, elle serait dans le ventre d'un monstre. Milena savait toujours que son frère voulait la tuer, mais elle le considérait comme un lâche incapable de le faire. Cependant, elle n'aurait jamais pensé que Zentos ferait alliance avec lui. Elle a dit que, normalement,
Ces gardes du corps étaient le 5e bataillon entièrement féminin, mais qu'elles étaient souvent convoquées à la capitale pour leur apparence majestueuse et élégante lors des cérémonies. C'est pourquoi Zentos et son bataillon sont devenus ses gardes du corps pour ce voyage. J'avais toujours du mal à croire que Zentos était maintenant notre ennemi. Et j'ai dit à Milena qu'il devait être passé au plan suivant, puisque le précédent avait échoué. Elle était d'accord avec moi, et j'ai ensuite fait remarquer que si Zentos réussissait à la tuer, il blâmerait mon groupe pour le meurtre, faisant de nous les méchants de l'histoire. J'ai aussi réalisé que Milena nous avait partagé tous les détails, parce que cela faisait de mon groupe une menace pour Zentos. Il ne pouvait donc pas la laisser seule. Milena était maintenant heureuse de voir que J était assez intelligent pour percer son plan, et a dit que nous devrions faire de notre mieux pour survivre ensemble. Elle a promis de nous récompenser une fois que nous serions arrivés sains et saufs à la capitale, et j'ai répondu que nous n'avions pas besoin d'argent ou de statut, et que l'honneur et la réputation seraient suffisants pour nous satisfaire. Milena est ensuite passée à la stratégie, disant qu'ils avaient l'avantage s'ils jouaient la montre. Le 5e bataillon devait arriver dans la ville d'Archen le lendemain, et ils viendraient immédiatement la chercher dès qu'ils la seraient disparue. Ils étaient aussi forts que le 2e bataillon commandé par Zentos, et si une perturbation survenait, cela ferait plus de mal à Zentos qu'à eux. Seron a suggéré qu'ils se cachent dans le village voisin jusqu'à l'arrivée des renforts. Mais j'ai dit que ça était une idée stupide. Zentos mettrait probablement le feu au village entier pour les tuer. Et cela mettrait plus d'innocents en danger sans aucune chance de succès. J'ai suggéré que nous fassions demi-tour et que nous allions à Archen, car il y avait des milliers de personnes et notre ennemi ne pourrait pas tous les tuer. De plus, nous rencontrerions le 5e bataillon plus rapidement de cette façon, et ensemble nous pourrions vaincre Zentos. Milena a dit qu'il rencontrerait les poursuivants s'il faisait demi-tour maintenant, et je lui ai dit que nous nous en occuperions quand nous y arriverions. D'abord, nous nous sommes arrêtés pour reconstituer nos provisions. Et pendant ce temps, j'ai envoyé Sildonia en reconnaissance. Elle a découvert que Zentos N n'était pas avec les chevaliers, et j'ai dit que cela nous rendait les choses très faciles. Milena a été surprise par les capacités de mon épée intelligente, puis par l'innombrable quantité de pierres magiques que mon groupe possédait. À ce moment-là, Lise lui a tendu une boîte remplie de flacons de potions de guérison de première qualité, lui disant d'en boire un si elle était blessée, et Milena a été encore plus surprise. Elle a demandé « Qui sont-ils exactement ?» Et j'ai répondu que était un groupe de héros ambitieux. D'autre part, Karines était enragée parce que Zentos avait échoué dans sa mission de tuer Milena. Zentos, cependant, l'a calmement assuré qu'il avait envoyé ses hommes pour terminer le travail que les monstres n'avaient pas pu faire. Karen lui a dit d'y aller et de tuer la princesse lui-même, mais Zentos lui a rappelé que lorsque le 5e bataillon arriverait en ville et découvrirait que Milena était portée disparue, il l'interrogerait, ce qu'il ne pourrait pas gérer. Karinas a reculé en entendant cela, et Zentos l'a assuré qu'il échouerait pas dans sa mission cette fois. De retour dans la forêt, les chevaliers ont vu le carrosse de Milena s'approcher d'eux, et le commandant adjoint a dit à ses hommes de tirer sur les chevaux et de les arrêter. Ils se sont mis en position et ont visé quand soudain quelques pierres magiques sont tombées du ciel juste devant eux. Les chevaliers n'ont même pas réalisé ce qui se passait jusqu'à ce que les explosions commencent et que les pierres magiques continuent de pleuvoir du ciel. Le commandant adjoint a dit à tout le monde de reprendre leur formation. Mais j'ai alors conduit le carrosse droit sur lui. Il a roulé sur le côté pour échapper tout en disant à ses soldats de nous tirer dessus. Et dans le carrosse, Urza et Seran m'ont aidé à dégager le chemin. Nous avons dépassé les chevaliers sans aucune difficulté. Et lorsque nous sommes arrivés en zone de sécurité, nous avons bu quelques potions de guérison, Dieu merci, nous étions riches à crever. Soudain, notre carrosse s'est arrêté brusquement, et nous sommes sortis pour constater que le conduire à travers les rangs ennemis n'était pas aussi sûr que nous le pensions, et que nous avions cassé une roue. Ne pouvant pas le réparer, nous avons décidé de continuer à pied et de faire escorter la princesse et ses assistants. Pendant ce temps, j'ai dit à Urza que quelqu'un devait rester derrière, et empêcher les chevaliers de les rattraper, sinon ils seraient acculés au pied du mur aux portes de la ville. Urza m'a dit que était très dangereux, mais j'ai répondu qu'il ne restait que 30 nuits après leurs précédentes attaques, et qu'ils pouvaient s'en sortir. Elle était en colère contre moi d'avoir songé à risquer ma vie une fois de plus, mais je lui ai dit que je ne le ferais pas cette fois. J'ai dit à Seran de retenir les chevaliers royaux, et il n'avait même pas encore tout assimilé avant d'accepter. Peu après, j'ai dit à Urza de nous jeter un sort de vent, afin que nous puissions nous déplacer plus vite. Et ce n'est que lorsque nous avons commencé à fuir que Seran a réalisé que nous le laissions derrière nous. Il nous a demandé où nous allions et je lui ai dit de faire de son mieux. Il a paniqué en réalisant qu'il avait été réellement laissé derrière, et peu après les chevaliers sont arrivés. Au lieu de les combattre, Seran a agité un drapeau blanc et s'est rendu. Il a imploré leur pitié, disant que ce était même pas de sa faute, et que tout avait été planifié par moi. Il a proposé de leur donner l'argent qu'il avait, et a même révélé l'emplacement du donjon où il l'avait trouvé. Mais le commandant adjoint ne semblait pas intéressé. Ses soldats ont rapidement découvert le carrosse vide, et il a décidé de continuer à poursuivre la princesse. Quant à Seran, il a ordonné à ses hommes de s'en occuper. En entendant cela, Seran s'est soudainement agrippé à lui, disant qu'il était prêt à tout faire, même à faire n'importe quoi pour tous les chevaliers ici présents pour lui sauver la vie. Mais le commandant adjoint s'est mis en colère et a décidé de le tuer lui-même. D'autre part, Urza était inquiète, croyant que les chevaliers le tueraient. J'ai dit que je préférerais aussi que personne ne meure,
et Urza ne pouvait pas croire que je disais cela sérieusement. Cependant, Lise a soudainement réalisé qu'il ne lui avait pas dit que ce rang était en fait le plus fort d'entre eux. De retour chez les chevaliers, un homme est mort, et ce N était certainement pas ce rang. Au lieu de cela, il avait tué le commandant adjoint avant qu'il ne puisse agir. Puis il a commencé à montrer sa force au milieu de la nuit, disant que tuer le plus grand était la bonne façon de commencer une bataille. Les chevaliers ont regardé avec étonnement alors que je retirais mes gants avant de retirer mes anneaux et bracelets d'entraînement qui multipliaient mon poids par 10. Je me sentais beaucoup plus léger une fois mes entraves retirées. Et quand les chevaliers m'ont attaqué, je les ai abattus avec facilité. Puis, il a soudainement lancé une pierre magique sur les chevaux, provoquant une explosion qui les a effrayés. Les chevaux se sont enfuis, laissant les chevaliers bloqués, et ce rang en était satisfait. Il a tué quelques autres chevaliers avant de réaliser qu'il en avait fait assez. Il a soudainement laissé tomber son épée, leur disant que sa tâche était de les ralentir, et non de les tuer tous. Maintenant que leur chef était mort et que leurs chevaux S étaient enfuis, ils ne pourraient pas capturer la princesse. Il était donc inutile qu'ils continuent à se battre et à risquer leur vie. Il a demandé aux chevaliers de partir maintenant parce qu'ils ne voulaient tuer personne d'autre. Et ils ont décidé d'accepter son offre parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner. Cependant, il ne faisait que se moquer d'eux. Et dès que les chevaliers lui ont tourné le dos, il a lancé des pierres magiques explosives pour les abattre. Ceux qui avaient survécu furent tués par ses attaques rapides et impitoyables. Ce rang s'assit alors au milieu du champ de bataille ensanglanté. Épuisé d'avoir agi comme un idiot et d'avoir tué 30 chevaliers lui-même. Dans la ville, Zentos a perdu le contact avec les chevaliers, et il a réalisé qu'ils avaient également échoué. Il a décidé de régler le problème lui-même, et a laissé quelques chevaliers pour protéger Karen pendant qu'il se rendait seul dans la forêt. Sildonia l'a remarqué en train de monter à cheval vers eux, et m'a prévenu. Mais Zentos l'a remarqué en train de le suivre. Il l'a frappé avec une orbe d'énergie, la mettant à terre. Et Sildonia a dit qu'il semblait assez puissant et habile. Tout cela a suffi à me faire savoir que Zentos s'approchait de nous, et j'ai arrêté mon groupe immédiatement. J'ai dit à Lise et Urza de protéger la princesse. Et si les choses ne se passaient pas bien, elle devait revenir immédiatement et retrouver ce rang. Milena m'a demandé si J était sûr de pouvoir affronter seul l'un des chevaliers les plus forts de leur royaume. Et j'ai répondu que je ne voulais pas le combattre. Mais il ne semblait plus y avoir d'autre option. Milena a soudainement commencé à me fixer puis a demandé pourquoi je parlais comme si je connaissais Zentos personnellement. Elle a demandé si était une coïncidence que je l'ai trouvé alors qu'elle était en danger, mais a ensuite décidé que ce N n'était pas le moment pour de telles questions. Elle m'a remercié de même, être battue pour elle, et je lui ai promis de revenir victorieux. L'aube s'est levée tôt, et, avec elle, Zentos est arrivé là où je l'attendais. Il est descendu de cheval et est venu vers moi, me demandant si J était celui qui aidait la princesse. J'ai affirmé et lui ai demandé pourquoi il était seul alors qu'il avait plus de chevaliers. Zentos a répondu qu'il ne voulait pas que d'autres de ses hommes meurent pour une cause qui ne les concernait pas, alors qu'il était suffisant pour accomplir la tâche. Dans une tentative désespérée de ne pas le tuer, j'ai demandé à Zentos de se rendre, lui promettant de supplier même la princesse de lui pardonner. Zentos a trouvé cette remarque ridicule. Et puis je lui ai demandé pourquoi il avait tenté de tuer la princesse en premier lieu, car ni l'argent ni le statut ne pouvaient le convaincre de la trahir. Zentos a refusé de répondre à ma question et s'est mis en position. Convaincu qu'il gagnerait rapidement et irait ensuite chez la princesse, je me suis également mis en position. Et nous avons ensuite tous deux récité des incantations pour augmenter notre vitesse et notre force. Nous nous sommes précipités l'un vers l'autre et j'ai esquivé la première attaque de Zentos. Cependant, ce N était qu'une illusion. Et le vrai Zentos se cachait derrière elle. Mais je le savais déjà. J'ai esquivé son attaque suivante et lui ai porté un coup, ébréchant un peu son bouclier magique. Zentos a été choqué par cela, car personne n'avait pu esquiver son attaque lors d'un premier engagement. Mais il ne savait pas que je connaissais tout de son style de combat, car je l'avais appris de lui dans ma vie passée. Cependant, après avoir évité le premier combo mortel, j'ai rapidement réalisé que je n'était pas à la hauteur de Zentos avec ma force physique actuelle. J'ai été rapidement repoussé, et Zentos a commencé à me lancer des faisceaux d'énergie, me faisant perdre l'équilibre. Zentos a décidé de porter le coup de grâce, mais j'ai réussi à monter sur mon épée et à utiliser L, élan pour M, éloigné de lui. Zentos a été insulté par mon action de chevaucher L, épée, mais je lui ai dit que je l'avais appris de mon maître avant de lui lancer une pierre magique explosive. Cependant, Zentos a utilisé ses réflexes rapides et a renvoyé la pierre magique vers moi, me blessant à la place. Il m'a ensuite attaqué rapidement, avant que je ne puisse retrouver complètement mon équilibre. Mais lors de leur affrontement, son épée a commencé à se fissurer. Zentos a reculé, réalisant que j'avais la meilleure arme que lui. Et en réponse, je lui ai de nouveau demandé de se rendre car je ne voulais pas qu'il meure. Zentos a répondu que la meilleure façon de le faire était d'être tué à sa place. Il savait qu'il ne pouvait plus perdre de temps, alors il a décidé de porter le coup de grâce avec sa prochaine attaque. Il s'est mis en position et a libéré une aura menaçante, et je me suis également préparé à l'affronter. Zentos m'a demandé mon nom avant qu'il ne s'engage et je me suis présenté, lui demandant de se souvenir de mon nom. Avec cela, ils se sont précipités l'un vers l'autre,
et Zentos a bloqué mon attaque, me laissant sans défense. Il m'a ensuite attaqué de toutes ses forces, mais son épée s'est brisée, car elle a heurté mon armure, ou plutôt le cœur du dragon divin. Zentos a réalisé qu'il était maintenant désavantagé, et j'ai renforcé mon cœur en portant le coup de grâce à mon ami. Je l'ai frappé à travers la poitrine et Zentos est tombé au sol, saignant abondamment. Il m'a demandé si je l'avais laissé bloquer mon épée pour l'attirer dans cette position, et j'ai répondu que non. Zentos m'avait en fait surpassé à tous égards, mais je savais qu'il porterait le coup de grâce directement et je m'y étais préparé. Zentos a remarqué que J était un homme étrange, et a ensuite murmuré qu'il était désolé avant de mourir. Le cœur lourd, je me suis excusé auprès de lui, disant qu'il y avait des choses que je devais protéger à tout prix, même si cela signifiait tuer de vieux amis. J'ai commencé à pleurer car Zentos était l'une des choses que je voulais protéger, mais il était trop tard pour cela. De retour en ville maintenant, Karines faisait les 100 pas dans sa chambre avec impatience, se demandant pourquoi Zentos prenait autant de temps. Soudain, il a entendu quelqu'un approcher et a pensé que C était Zentos, mais malheureusement pour lui, C était le commandant du 5e bataillon, Kylen, qui a ordonné à ses filles de se précipiter dans la pièce et de saisir le prince. Karines leur a ordonné de le laisser tranquille immédiatement, mais ensuite Milena est entrée dans la pièce et il est devenu complètement silencieux. Milena a ordonné à Kylen de saisir Karines et de l'interroger, et d'utiliser la force s'il refusait de coopérer avec elle. Elle a quitté la pièce avec ça, et les gémissements du pauvre prince se sont transformés en cris, alors que les chevalières commençaient à le battre. En quittant la pièce, Milena m'a remercié, ainsi que mon groupe, de l'avoir aidé à survivre à cette épreuve. Elle nous a emmenés au palais royal pour nous remercier et nous récompenser correctement. Et Seran et Sildonia ont immédiatement perdu tout contrôle à la vue des filles et de la nourriture là-bas. Je me suis excusé pour leur comportement, mais Milena leur a dit que ce haine était pas grave. Juste à ce moment-là, le roi est arrivé et elle s'est dépêchée de lui prendre la main maladroitement au lieu de l'embrasser. Elle nous a ensuite présenté, mon groupe et moi, et J, était le seul à avoir la décence de saluer correctement le roi. Cependant, le roi m'a dit qu'il n'était pas nécessaire d'être formel ici. Il a remercié mon groupe d'avoir sauvé sa fille, et a ensuite commencé à se demander pourquoi Zentos avait participé à un complot pour tuer Milena. Il m'a dit, à moi et à mes amis, de ne révéler ce secret à personne, et j'ai promis que nous ne ferions rien qui puisse nuire à leur pays. Peu de temps après, une fausse histoire officielle a circulé dans le royaume, disant que Milena et Karines se rendaient tous deux dans un territoire affecté par la tragédie lorsqu'ils ont été attaqués par de dangereuses bêtes. Les chevaliers sous le commandement de Zentos ont fait de leur mieux pour les protéger, mais ont finalement sacrifié leur vie. Et Karen a été si gravement blessé qu'il se remet toujours dans un endroit secret. La partie où j'ai sauvé Milena était la seule information véridique révélée. Et peu de temps après, le jour où j'ai reçu ma récompense avec mon groupe est arrivé. On m'a décerné la médaille d'honneur pour avoir sauvé la princesse, et la foule m'a rapidement accepté comme un nouvel héros. Cependant, le danger pour la vie de Milena était toujours là, car l'instigateur de l'attaque N était ni Karines ni Zentos, mais le roi lui-même. Celui-ci était jaloux de sa fille, car elle était meilleure que lui, à tous égards, et quand elle deviendrait reine, elle rendrait le pays à nouveau grand, ce qu'il n'avait jamais pu faire. Il craignait de ne pas être rappelé dans l'histoire à cause d'elle, et il ne voulait pas que cela arrive. Alors que le roi se demandait ce qu'il pourrait faire pour tuer Milena, je suis entré dans sa chambre déguisé en assassin. Le roi a paniqué en me voyant, mais je me suis rapidement déplacé derrière lui et lui ai bâillonné la bouche avant qu'il ne puisse crier. J'ai commencé à parler de la façon dont il avait refusé ma proposition d'aider les nains dès le début de la grande invasion, juste pour maintenir la prééminence diplomatique. Sa stupide décision a conduit à la défaite des nains et, en conséquence, l'armée des démons a pu facilement avancer au centre du continent et conquérir d'autres nations. J'ai dit que je ne pouvais pas vraiment lui reprocher sa stupidité. Mais avant cela, lorsque Zentos s'est excusé auprès du roi avec son dernier souffle, j'ai tout réalisé. J'ai soudainement poussé le roi sur son balcon avec cela, disant qu'il aurait dû être clair dès le début qu'une personne aussi loyale que Zentos n'aurait attaqué Milena que s'il en avait reçu l'ordre direct du roi. Le roi transpirait abondamment à ce moment-là, mais il m'a quand même crié dessus, me demandant ce que cela changeait pour moi. J'ai commencé à le pousser vers le mur, disant que Milena pouvait aussi être une conspiratrice astucieuse. Mais au moins, elle était plus intelligente que toute la famille royale réunie. Le roi a commencé à se débattre pour échapper et a réussi à retirer mon déguisement. Mais il était trop tard pour cela, car il a été poussé à la mort avec cela. Les gardes ont paniqué lorsqu'ils ont trouvé son corps et ont pensé qu'il avait glissé du balcon parce qu'il était trop ivre. Cependant, pour protéger son image, l'histoire officielle disait qu'il était mort d'une crise cardiaque. La nouvelle a rapidement atteint mon groupe et Seran s'est secrètement réjoui que le roi ait vécu assez longtemps pour les récompenser. Sinon, ils auraient dû attendre très longtemps pour recevoir leur médaille. Il était également heureux que Milena soit bientôt couronnée. Mais ce qui a inquiété le groupe, c'est qu'elle m'avait convoqué à une réunion privée, avant le couronnement. Lors de la réunion, Milena m'a dit qu'elle était fiancée au prince-maire de l'Empire Gargan, et j'ai été choqué par cette nouvelle. Milena a expliqué que leur empire Zurgus avait autrefois fait un accord avec l'Empire Gargan, et qu'en échange du territoire de Karen, elle avait été promise au prince. Elle avait maintenant l'intention d'annuler officiellement les fiançailles, car les hommes qui l'avaient décidé étaient des idiots.
et n'avait même pas pris la peine de signer le contrat. De plus, le territoire de Karennen n'était pas officiellement lié aux fiançailles. Par conséquent, il ferait toujours partie de l'Empire Zergus. Cependant, Milo voulait que je rende visite au gouverneur de Karen et que je lui demande d'approuver l'annulation des fiançailles avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit de son côté. Cette tâche m'est apparue comme un fardeau, et la nuit, je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Syldonia est apparue à côté de moi, me demandant ce qui m'inquiétait, et je lui ai dit que J était inquiet de la réaction de l'Empire Gargan. Elle a répondu que je devrais plutôt m'inquiéter de Karen, car il semblait qu'ils avaient leurs propres problèmes. Elle a fait remarquer que le gouverneur de Karen n'avait pas assisté aux funérailles du roi, ce qui signifiait que quelque chose le tenait vraiment occupé. Syldonia pensait que C était une autre des tactiques astucieuses de Milena, et elle espérait que je réglerais le problème sans qu'elle ait à le dire. Je me suis senti beaucoup mieux en entendant cela, car cela m'aiderait à améliorer ma réputation de héros, et aussi parce que je voulais rester aussi loin de Milena que possible. Cependant, je devais la rencontrer une fois avant de partir en mission. Et Milena m'a demandé de rejoindre la garde royale et de devenir son chevalier personnel, car elle voulait que je sois près d'elle 24 heures, 24 et 7, J/7. J'ai été pris de court par son flirt agressif, et je lui ai dit que j'avais d'autres choses à faire, mais que si elle avait besoin de moi, je courais. Milena m'a soudainement dit qu'elle plaisantait et m'a souhaité bonne chance pour mon voyage. Et je suis entré dans une rage en retournant auprès de mes amis, car j'espérais secrètement que la princesse s'intéresserait à moi. Quoi qu'il en soit, j'ai ramené mon groupe à l'armurerie D, élite tenue par le vieil homme Fesba, qui était ravi de faire affaire avec moi une fois de plus. Il m'a félicité pour ma médaille et m'a souhaité de nombreux succès futurs. Quand Seran l'a interrompu et lui a demandé si son épée avait été réparée, Fesba lui a immédiatement tendu la épée, disant qu'il avait demandé à son meilleur artisan de travailler dessus, mais Seran a demandé s'il avait quelque chose de mieux. Le propriétaire du magasin s'est excusé de ne pas en avoir, mais il a promis d'utiliser ses relations et de lui trouver une meilleure épée. Ensuite, je lui ai demandé s'il savait quelque chose sur Karen, car nous allions y aller ensuite, et Fesba m'a immédiatement dit que était un endroit difficile. Il a dit que la guilde des forgerons dirigeait toute la ville, et qu'ils avaient créé de nombreux problèmes qui rendaient leurs affaires difficiles aussi. Cependant, il a dit que les choses avaient commencé à s'améliorer un peu depuis que Karen était devenue une partie de Zergus. Je l'ai remercié pour l'information, et ensuite Fesba a dit à Seran qu'il pourrait peut-être trouver une épée qui lui conviendrait à Karen, car elle avait une culture d'armement ancienne et riche. Avec cela, Seran et moi avons rejoint les filles, et ensemble ils sont partis pour Karen. Quelques jours plus tard, mon groupe et moi sommes arrivés dans la ville de Karen, construite sur une montagne. Tout le monde a été surpris par cela, et s'est demandé comment ils avaient pu construire une ville autour de la montagne. Soudain, Syldonia est apparue de l'aile, épée, révélant que les habitants de Karen n'avaient pas construit la ville autour de la montagne, mais qu'ils avaient construit la montagne autour de la ville. Ce qui était encore plus absurde que les plans tarifaires de Trump pour tout le groupe. Et Syldonia a dit que la ville avait été construite comme un avant-poste défensif contre les démons pendant l'Enial âge d'or de la magie. Ensuite, ils ont trouvé des énormes veines de minerais sous la ville et ont utilisé la magie pour les amener à la surface, créant ainsi une montagne dans le processus. Alors que tout le monde était émerveillé par l'ancienne magie, un groupe de chevaliers wyverns de l'Empire de Gargan a survolé leur tête. Ils se dirigeaient directement vers la ville de Karen et Seran espérait que les chevaliers wyverns n'avaient rien à voir avec le problème pour lequel ils étaient venus. Ils sont entrés dans la ville et se sont immédiatement dirigés vers l'ambassade pour parler. Le garde a vérifié leurs papiers et a contacté l'ambassadrice. Et pendant ce temps, Urza se bouchait les oreilles, car il y avait beaucoup de nains dans la ville, et il détestait les elfes. Peu de temps après, l'ambassadrice Miranda est arrivée pour les accueillir, et je me suis figé, car je l'avais rencontrée dans ma vie précédente. Pour briser le silence gênant entre eux, Liz m'a poussé en avant, et le criminel Lys en a profité pour prendre la main de Miranda et se présenter. Elle m'a poliment dit de la suivre à l'intérieur, mais je n'arrivais toujours pas à croire que Miranda était l'ambassadrice de l'Empire Zergus avant de me rencontrer. Une fois à l'intérieur, j'ai donné à Miranda la lettre officielle de Milena, et elle a vérifié son contenu. Elle a dit que si était tout à fait dans le caractère de Milena d'envoyer un héros nouvellement établi comme son émissaire. Je lui ai demandé si elle connaissait la nouvelle reine, et Miranda a affirmé, révélant qu'elle avait été sa tutrice en diplomatie. Ensuite, elle m'a remercié moi et mes amis d'avoir sauvé la vie de Milena, et est ensuite passée aux affaires. Elle a dit que le gouverneur de Karen était gravement malade et que personne, était autorisé à le voir. Elle avait essayé de le contacter plusieurs fois au cours des derniers mois, mais on lui avait refusé l'accès. J était tendu en entendant cela, mais Miranda m'a dit que le gouverneur devait me voir car j'avais été envoyé ici directement par la reine. Miranda a ensuite conduit mon groupe au manoir du gouverneur, et a décidé d'aller au marché et de trouver des filles mignonnes qui le rejetteraient. Pendant ce temps, Miranda s'est arrêtée devant l'ambassade de Gargan, me disant que si quelqu'un de mon groupe avait des problèmes là-bas, il ne pourrait pas m'aider. Juste à ce moment, le vieil ambassadeur de l'Empire Gargan est arrivé, et sa seule présence a rendu la mère de Miranda mal à l'aise. Ensuite, un homme grand et distingué s'est avancé, se présentant comme Alzad, le deuxième sorcier de la cour de l'Empire Gargan. Il a dit qu'il allait voir le gouverneur, et Miranda l'a confronté, disant qu'elle devrait voir le gouverneur en premier, puisque Karen faisait partie de l'Empire Zergus.
Les deux se sont lancés dans une guerre froide, mais Miranda a ensuite appelé à une trêve, disant qu'ils devraient y aller ensemble. Alzad a accepté et s'est ensuite tourné vers moi pour m'interroger sur moi. Je me suis présenté comme elle, émissaire de la reine, et Alzad était heureux de me rencontrer, car il avait entendu parler de mes actes héroïques. Non seulement cela, Alzad connaissait aussi ma mère, car ils avaient étudié la magie ensemble. Il a dit qu'il était heureux de rencontrer le fils d'une vieille amie et a tendu sa main gauche pour me serrer la main, mais je lui ai serré la main sans méfiance. Peu de temps après, tout le groupe est arrivé au manoir du gouverneur, mais le majordome là-bas leur a refusé l'entrée, disant que le gouverneur était encore trop malade. Miranda s'est fâchée contre lui, disant que si le gouverneur ne se rétablissait pas bientôt, il devrait le destituer et en nommer un nouveau, et le majordome inquiet ne pouvait que lui donner raison. Voyant qu'il ne pouvait pas voir le gouverneur, Alzad est parti le premier, mais Miranda savait qu'il n'allait pas rester les bras croisés. Elle était sûre qu'il était au courant du report des fiançailles, et dans de tels cas, l'Empire Gargan essaye généralement d'intimider et de harceler les autres. Elle a décidé de nommer un nouveau gouverneur, qui pourrait gérer toutes les lacunes qui tenteraient de l'ennuyer. Et elle avait le candidat idéal pour cela, sous la forme du meilleur forgeron de Karen. Pendant ce temps, Seran errait dans la ville, car il ne trouvait ni jolie fille, ni bonne arme. Soudain, il a entendu une fille crier, et l'a vue être harcelée par un groupe d'hommes. Seran a immédiatement frappé les harceleurs. Mais il s'est avéré que la personne qui l'avait sauvé était un garçon qui ressemblait à une fille. Seran a été consterné de ne pas pouvoir faire la différence entre un garçon et une fille, et il a décidé de laisser le pauvre garçon à son sort. Cependant, il a soudain eu une idée, et il a demandé au garçon s'il avait une jolie sœur comme lui. Le garçon a affirmé et était une raison suffisante pour que Seran continue à le protéger. Et les voyous ont été choqués par le niveau de partialité qu'ils voyaient. Quoi qu'il en soit, les voyous l'ont attaqué, mais il n'a eu aucun effort à faire pour les vaincre. Le gars l'a remercié, et s'est ensuite présenté comme Go, un artisan qui fabriquait des objets magiques. Seran lui a demandé pourquoi ces hommes l'attaquaient. Et Go a répondu qu'ils étaient des collecteurs de dettes. Au début, Seran a pensé que Go avait des problèmes familiaux qui l'avaient obligé à s'endetter. Mais ensuite, il a appris qu'il avait demandé à un homme riche d'investir dans son projet sans lui dire que cela prendrait 10 ans à terminer, et c'est pourquoi il avait envoyé les voyous pour l'attaquer. Seran a secrètement donné raison au collecteur de dettes maintenant. Mais il s'en fichait vraiment s'il pouvait rencontrer la sœur de Go et la draguer. À ce moment, Go a révélé que sa sœur était déjà mariée, et qu'il avait délibérément caché cette vérité, car il savait que le clown Simp ne le sauverait pas autrement. Seran s'est complètement effondré, et il a frappé Go quand il a essayé d'être mignon après tout ça. D'autre part, Miranda est arrivé au manoir du forgeron nain Gazas pour le convaincre de devenir le nouveau gouverneur. Mais il ne s'intéressait pas à la politique, et à des choses similaires. Miranda ne pouvait pas le faire changer d'avis, et j'ai réalisé pourquoi elle le voulait, de devenir gouverneur en premier lieu. Juste à ce moment-là, Seran est arrivé avec Gozeg, qui s'est avéré être le fils de Gazas. Go a vu que Miranda essayait de convaincre Gazas de quelque chose, et il savait que puisque les deux étaient têtus, cela prendrait beaucoup de temps. Alors il a invité tout le monde à prendre le thé en attendant. Pendant que Go préparait le thé, mes amis et moi avons regardé autour de nous. J'ai fait remarquer que Go ressemblait plus à un humain que à un nain, étant donné qu'il était le fils d'un nain, mais Go a répondu qu'il était entièrement humain. Il a expliqué que sa mère l'avait tué, lui et sa sœur, Avanda, épousé Gazas, et qu'elle était décédée il y a quelques années. Sa sœur S était également mariée récemment, donc maintenant il n'y avait plus que lui et Go qui vivaient ici. Il a soudainement remarqué que Seran tenait une bouteille de superglue et lui a dit de la ranger avant de servir le thé à tout le monde. Alors que j'essayais de débarrasser la table, j'ai vu un plan qui m'a choqué et Go m'a dit que Skors était une ancienne arme magique qu'il essayait de restaurer. Je me souvenais très bien de Kelcel, énorme golem Hulkbuster, avec lequel j'avais combattu dans ma vie précédente. Et maintenant je réalisais que Senra était Go qui l'avait créé. J'ai été vraiment impressionné par cela, car les golems créés par Go avaient accompli plus que tous les soldats humains combinés dans la guerre contre les démons. La technologie de création de golems a été perdue lorsque l'Empire de Zarl s'est effondré. Mais dans les dernières phases de la Grande Invasion, les prototypes ont été déployés par l'Empire Gargan, et ils ont été assez utiles. J'ai immédiatement appelé Syldonia à l'aide car elle connaissait mieux les golems. Syldonia a également été impressionnée par les plans de Go, car ils étaient assez précis, et elle m'a dit qu'il y avait une forte probabilité de succès. J était fou de joie d'entendre cela, car si nous pouvions commencer la production de masse de golems maintenant, nous aurions de bien meilleures chances de gagner lorsque la bataille avec les démons commencerait. J'ai sauté sur Go, lui disant de fabriquer ses golems le plus tôt possible, mais il a répondu qu'il prendrait encore 10 ans. Je lui ai dit de réduire ce temps à 1 an, et s'il avait besoin d'argent, je m'en occuperais. J'ai immédiatement versé un sac plein de pièces. Zarl et Go m'a remercié, promettant de commencer rapidement à travailler sur le projet. Après cela, je lui ai demandé de garder cela secret, et Go m'a dit qu'il avait d'autres sponsors. Je leur ai dit de récupérer leur argent immédiatement, car ils n'avaient pas besoin d'autres bienfaiteurs. Go était vraiment heureux d'avoir obtenu le meilleur investisseur possible, mais Syldonia fut un peu surprise par mon enthousiasme. D'un autre côté, les négociations échouèrent, et Miranda revint les mains vides. Elle a dit à Gazas qu'elle reviendrait, mais il lui a dit que ce N n'était pas nécessaire. Miranda a simplement fait la moue et est partie. Et après cela, j'ai décidé d'approcher le maître forgeron. J'ai dit que j'avais besoin d'une superbe épée pour mon ami, mais Gazas m'a simplement dit
qu'il ne prenait aucune commande pour le moment. Cependant, Go était là pour défendre son bienfaiteur, je veux dire son sponsor, et il a demandé à Gazas de écouter au moins. Gazas décida écouter la demande de son fils et se retourna rapidement. Remarquant les oreilles d'Urza, il lui dit de se détendre car il met ses pas racistes. Mais Seran intervint, disant qu'il avait besoin d'une épée, parce que la sienne était pas assez bonne. Gazas pouvait dire que épée, avait été fabriquée par un forgeron habile à partir du fourreau. Et il a dit que peu épéistes pouvaient honnêtement dire qu'ils avaient besoin d'une meilleure épée. Cependant, Go le défendit également. Et puis Seran dit qu'il aimerait avoir une épée comme la mienne, si possible. J'ai sorti mon épée à ce moment-là, et Gazas fut stupéfait en voyant une arme légendaire devant lui. Il avait vu d'autres grandes armes, mais une seule d'entre elles s'en approchait. Il a dit qu'il ne pouvait rien faire de tel et nous a demandé de revenir plus tard, car il était plus d'humeur à parler. Lorsque mon groupe quitta sa maison, nous avons commencé à parler de l'autre arme légendaire mentionnée par Gazas, et Sildonia commença à bouder, disant qu'aucune arme ne pouvait se comparer à elle. Après j'ai parlé à Sildonia, disant que nous n'avions pas obtenu de réponse de Gazas. Mais au moins Gollum était une bonne trouvaille. Je pense que dans la chronologie précédente, Go n'avait pas pu les créer et avait dû vendre les plans pour couvrir ses dettes, c'est ainsi qu'ils étaient finalement tombés entre les mains de l'Empire Gargan. J'ai estimé que nous devrions coopérer avec l'Empire en raison de leur technologie avancée. Mais à ce moment-là, alors que les relations entre eux et Zergus n'étaient pas les meilleures, cela pourrait déclencher une guerre. Le lendemain matin, j'ai reçu une visite inattendue d'Alzad, qui voulait parler au fils de son ami. Il m'a invité, moi et mes amis, à déjeuner, puis à monter des wyvernes. Et j'ai été choqué car les compétences de chevaucher de wyvernes étaient un secret national. Alzad m'a dit que ma géniale mère avait conçu ces techniques. Ainsi, je pouvais les regarder. Il est devenu nostalgique en parlant d'elle, puis est parti. Et à ce moment-là, Sildonia est sortie, disant qu'Alzad possédait une grande quantité de magie et qu'il pourrait même un jour utiliser des sorts de niveau spécial. Après cela, je suis allé dîner avec lui, et j'ai emmené Miranda au lieu de mes amis incultes. Mais dès que nous nous sommes approchés de la salle à manger, j'ai ressenti une présence forte et maléfique. Je me suis précipité dans la pièce, et j'ai vu du sang éclabousser partout, et le cadavre d'Alzad sur la table avec une femme démoniaque devant lui. J'ai crié de rage au démon, pleinement conscient que J était face au plus grand ennemi de l'humanité. Je crois que peu de gens de la génération actuelle savent à quel point les démons sont puissants, et la plupart d'entre eux ne reconnaîtraient même pas un démon s'ils en voyaient un. Cependant, j'ai pu reconnaître, par la corne sur la tête de la femme et son aura terrifiante, qu'elle était un démon. J était moi-même assez tendu car je était pas prêt à combattre un démon, mais je n'avais pas beaucoup de choix. La femme démon soupira avant de déployer ses griffes et de se jeter sur moi, qui courait pour l'affronter. J'ai utilisé mon bras comme bouclier pour bloquer ses griffes, puis je l'ai frappé avec une explosion magique. Le démon recula de quelques pas, blessé. Mais si je la narguais avec confiance, je savais que J était désavantagé. Je n'avais ni épée ni armure, et je ne pouvais pas non plus utiliser beaucoup de magie. Heureusement, les gardes sont arrivés à ce moment-là. Et dès que la femme démoniaque les a vus, elle s'est enfuie. Je n'ai même pas pu essayer de l'arrêter, mais J était vraiment curieux de savoir pourquoi un démon fuirait juste parce que quelques personnes supplémentaires étaient arrivées sur les lieux. Quoi qu'il en soit, j'ai tourné mon attention vers le cadavre d'Alzad, et peu après j'ai découvert que de nombreux soldats et membres du personnel de l'ambassade avaient été tués, mais personne n'avait rien vu ni entendu avant plus tard. D'autre part, Go apprenait la science de la création de Gollum auprès de Sildonia, et elle fut impressionnée par son intelligence pour son âge. Cela rendit Go curieux de l'âge de l'œil. Mais avant que Sildonia ne puisse dire quoi que ce soit, Lise arriva pour les inviter tous les deux à prendre le thé. Pendant qu'ils buvaient du thé et prenaient une collation, Go s'enquit de moi, et Urza lui dit que Jean était allé déjeuner avec un haut fonctionnaire de l'Empire. Mais comme ils étaient une bande de voyous irrespectueux, il ne les a pas emmenés avec lui. Pendant ce temps, Seran n'arrêtait pas de soupirer, car il n'avait toujours pas reçu de réponse de Gazas concernant sa nouvelle épée. Il eut soudain une idée et demanda à Go s'il avait entendu parler d'une épée comparable à la mienne que Gazas avait mentionnée. Go pensa qu'il devait parler de la sainte épée Rand, qui avait été forgée à Karen il y a 2000 ans par un forgeron nain légendaire. On dit que le héros Randolph avait utilisé épée pour tuer le roi démon de son temps, et qu'elle avait reçu ce nom en l'honneur du héros. Goroza dit que épée semblait toujours être dans la ville et Seran était très excité d'entendre cela. Go pensait que épée appartenait probablement à un gouverneur, et Seran commença à échafauder des plans machiavéliques pour l'obtenir. Cependant, Go le prévint que épée était un trésor national, et qu'il ne l'obtiendrait pas si facilement. Seran ne écouta pas, et demanda plutôt au garçon s'il avait de vrais ennemis, contrairement au recouvreur de dettes qu'il avait affronté la veille. Go ne comprit pas ce qu'il voulait dire, et Seran dit que la maison était encerclée par 10 personnes ayant de fortes intentions meurtrières. Il pouvait sentir qu'ils étaient très forts. Alors il décida de sortir pour s'occuper d'eux. Cependant, il sentit que certains d'entre eux pourraient le dépasser, et dit aux filles de Far être vigilantes. Quand il partit, Urza dit à Go de se cacher, mais il voulait aider. Sildonia lui dit qu'ils étaient trop faibles pour aider qui que ce soit maintenant, et lui demanda de la suivre.
Dehors, les voyous se mirent en position, mais juste au moment où ils allaient ouvrir la porte, il la frappa de toutes ses forces, assommant quelques-uns d'entre eux. Ensuite, il tapota l'épaule du voyou le plus proche, disant qu'il avait trouvé quelqu'un qu'il pourrait torturer jusqu'à ce qu'il révèle qu'il avait envoyé ici. L'homme fut effrayé, mais Seran l'assomma d'un coup de poing avant de dire aux autres de fuir s'ils voulaient vivre. Cependant, ils l'attaquèrent sans écouter son conseil, et Seran n'en fut pas vraiment ravi. Pendant ce temps, quelques voyous étaient introduits dans la maison où Urza et Lise étaient prêtes à les affronter. Urza remarqua le poison sur leur couteau et dit à Lise d'être prudente. Elle prit une grande inspiration pour se calmer puis montra ses talents de boxeuse, assommant rapidement Baldi. L'autre voyou attaqua Urza, mais son esprit d'eau bloqua son couteau avant de l'enfermer dans une bulle d'eau. Il perdit rapidement connaissance et Urza rappela son esprit d'eau. Ensuite, les filles attachèrent les voyous qu'elles avaient assommés pour les interroger plus tard, et Seran fut effrayé par elles, car il ne pensait pas qu'elle serait aussi forte. À ce moment-là, Seran revint également avec le voyou qu'il avait capturé, et il commença le processus d'interrogatoire. Il demanda directement au voyou de révéler qui l'avait envoyé et quelle était sa mission. Quand il ne répondit pas, il lui demanda de coopérer, sinon les deux femmes derrière lui le tortureraient au point qu'il supplierait la mort. Urza et Lise furent toutes deux alarmées d'entendre cela, et Seran dit au voyou qu'elles étaient des experts en torture certifiés. Il présenta Lise comme la femme capable de transformer n'importe quoi en instrument de torture, et Urza comme la sadique, qui donnerait à sa cible un remède dès qu'il serait sur le point de perdre connaissance, afin qu'il endure la douleur plus longtemps. Seran a ensuite dit au voyou qu'il supplierait la mort, mais les filles ne le laisseraient même pas mourir. Cependant, Seran déclara qu'il n'était pas aussi cruel qu'elle. Il donnerait donc au voyou une chance d'échapper à la mort. Il lui dit d'accepter l'offre avant que les deux autres ne se lèvent, car il serait ravi de cette opportunité de révéler tout ce qu'ils savaient en échange de leur vie. Le voyou s'effondra et dit que leur mission était seulement d'enlever Go et qu'ils avaient reçu l'ordre de tuer quiconque se mettrait en travers de leur chemin. Go fut alarmé d'entendre cela et fit remarquer que beaucoup de gens avaient récemment disparu dans la ville, mais que personne ne connaissait la raison. Seran réalisa que les incidents étaient liés et demanda aux voyous ce qui était arrivé aux personnes qu'ils avaient enlevées. Il a répondu qu'il les avait juste relâchés dans une maison abandonnée à l'extérieur de la ville et que c'était la fin de leur travail. Seran a fait remarquer qu'ils devaient être une bande stupide pour cibler des gens en plein jour, et le voyou fut en colère à ce sujet. Il a dit qu'ils étaient généralement plus furtifs, mais comme tout le monde ici était un étranger, il pensait qu'il serait plus facile de les tuer, plutôt que d'attendre la bonne opportunité. Pendant que cette discussion se déroulait à l'intérieur, un démon était arrivé devant la maison et commençait à accumuler une puissante attaque magique. Seran ne l'avait même pas réalisé au début, alors qu'il continuait à interroger le voyou. Mais dès qu'il sentit le danger, il dit à tout le monde de se coucher. Le voyou, cependant, n'eut pas cette chance, et il fut frappé de plein fouet par la puissante attaque du démon. Heureusement, tous les autres ont survécu à l'explosion et l'embauche, et Urza était prêt à poursuivre l'attaquant. Seran leur a dit d'abandonner car l'adversaire était très fort et ils ne pouvaient pas le gérer. Juste à ce moment-là, Sildonia est sorti de sa cachette en mangeant une collation, et il a dit à Seran qu'il avait eu un bon jugement, car l'ennemi qui venait de les attaquer était un démon, et qu'il ne pouvait pas le vaincre même s'ils s'alliaient. Ensuite, ils m'ont rejoint ainsi que Miranda et les deux parties se sont tenus au courant de ce qui était passé. Miranda a dit que la situation était assez mauvaise, car, même s'il était clair qu'un démon avait tué Alzad, l'Empire Gargan utiliserait cette opportunité pour faire pression sur eux. Il dirait probablement que l'Empire Zurgus travaillait avec des démons et tenterait de les intimider diplomatiquement. Et ce était qu'un de leurs problèmes. Sildonia a dit que, étant donné que les démons étaient impliqués dans cette affaire, ils devaient être très prudents, car s'ils le voulaient, ils pourraient détruire toute la ville sans grande difficulté. Je le savais aussi, et j'ai dit qu'avant d'enquêter sur les démons, nous devrions en apprendre davantage sur les enlèvements et découvrir si le gouverneur y était lié. Miranda a admis qu'elle était au courant des enlèvements, et qu'elle pensait également que le gouverneur pouvait y être lié, mais elle ne pouvait toujours pas croire qu'il mettrait les citoyens de sa propre ville en danger. Pendant qu'ils discutaient de la question, un serviteur est entré en courant, leur disant que le manoir du gouverneur était en feu. Quand les autres et moi sommes arrivés, le manoir était complètement brûlé. Et maintenant, tout le monde était sûr qu'il y avait quelqu'un de louche derrière cela, car ils voulaient couvrir leurs traces. Miranda leur a dit qu'ils ne pouvaient pas trouver le corps du gouverneur, ce qui était d'autant plus déroutant qu'il était trop malade pour bouger. Lise a demandé si les démons avaient également fait cela, mais je ne pensais pas que les démons étaient derrière cela. Miranda croyait aussi qu'ils étaient trop puissants et fiers pour utiliser l'incendie comme arme, ce qui ne laissait que le gouverneur comme suspect derrière l'incendie. Elle a dit qu'il devait le trouver rapidement. Et je me suis souvenu que sa pensée stratégique et son expertise dans la gestion de la logistique en avaient fait un acteur clé dans la guerre contre les démons. Juste à ce moment-là, Go est arrivé, inquiet pour Gazas, car il avait été convoqué par le gouverneur quelques heures avant le début de l'incendie. Il était toujours porté disparu, et je pensais que le gouverneur avait essayé de se débarrasser de Gazas, car il était un candidat pour devenir le prochain gouverneur. Miranda, quant à elle, a paniqué et est tombée par terre, se reprochant la situation car elle avait nommé Gazas
comme prochain gouverneur. Elle a commencé à pleurer en se demandant ce qu'il pouvait faire maintenant. Et je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle paniquait autant. Soudain, je me suis souvenu que dans la chronologie précédente, Miranda S. était enivrée une fois, et m'avait dit qu'elle avait eu un amour, mais qu'il était mort à cause d'elle, et qu'elle avait complètement abandonné ses émotions par la suite. J'ai été abasourdi en réalisant que Gazas et Miranda sortaient ensemble. Mais il s'est avéré que ce N était même pas un secret car Go le savait déjà. Pendant qu'il racontait à Seran et aux autres la relation entre les deux, je m'occupais de Miranda, qui avait de la fièvre. Je pensais que C était l'incident que Miranda avait mentionné dans sa vie antérieure et j'ai essayé de me souvenir de plus de détails qui pourraient m'aider à sauver Gazas s'il était encore en vie. Je me suis soudainement souvenu de Miranda ivre marmonnant quelque chose à propos de trouver le passage souterrain plus tôt et j'ai réalisé que C était la réponse que je cherchais. J'ai immédiatement enfilé mon armure et suis sorti, disant à Urza de m'accompagner au manoir du gouverneur, car j'avais besoin de son aide pour trouver quelque chose. Zoran a décidé de me rejoindre car il prévoyait de trouver la Sainte Épée, et le mercenaire ne pouvait pas être laissé pour compte non plus. Ensuite, j'ai demandé à Go de prendre soin de Miranda, pendant que nous essayions de découvrir les secrets cachés dans le passage souterrain. Peu de temps après, nous sommes arrivés aux ruines du manoir, et Urza m'a demandé ce que je voulais qu'elle fasse. Je lui ai demandé d'invoquer un esprit de terre pour dégager les débris du champ, et trouver un passage souterrain. Urza s'est fâché en entendant cela, car invoquer des esprits et les maintenir dans ce monde coûtait beaucoup de mana, et les débris, étendaient sur une si vaste zone qu'elle manquerait de mana avant même de pouvoir couvrir un dixième de celle-ci. Elle m'a demandé si je voulais qu'elle gaspille son énergie pour un passage souterrain qui pourrait ne pas exister, et j'ai dit oui. Je lui ai dit que le mana N n'était pas un problème, car j'avais des dizaines de potions de mana pour qu'elle puisse se ravitailler. Urza a perdu quelques années de sa vie en voyant les potions de mana car elles avaient un goût absolument horrible. Je l'ai supplié de m'aider, car elle était peut-être la seule à pouvoir sauver Gazas d'une mort certaine. Seran et Lise lui ont également demandé son aide, et Urza, qui avait le cœur tendre, a accepté. Quand elle est allée au champ de débris, avec une boîte de potions de mana, j'ai demandé à Seran s'il était sûr d'avoir vu un démon mâle auparavant. Seran a confirmé, et Ja était inquiet car cela signifiait qu'il y avait au moins 2 démons à Karen maintenant. Pendant ce temps, Urza et les autres ont continué à chercher le passage souterrain à travers les débris. Elle avait bu beaucoup de potions de mana quand elle a soudainement remarqué quelque chose d'étrange sur le sol. Elle a creusé un peu et a finalement trouvé le passage souterrain, ce qui m'a soulagé. Tout le groupe est entré dans le passage souterrain, et j'ai dit à tout le monde de être prudent, car il pourrait faire face à des démons à l'avance. Seran a répondu que le démon mâle se sentait incroyablement puissant, presque aussi puissant que sa mère quand elle était sérieuse. Je pensais que C était une bonne comparaison, car la mère de Seran était aussi un véritable monstre. Ensuite, j'ai dit aux filles qu'elles ne devraient probablement pas nous accompagner, car Urza était épuisée, et Lise ne serait peut-être pas capable de faire face à un démon. Lise s'est fâchée contre moi, et a dit que les femmes pouvaient faire tout ce que les hommes pouvaient. Urza était d'accord avec elle, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas les chasser à ce rythme. Je pensais qu'avec Seran présent, elles iraient bien. Et même si un démon particulièrement fort arrivait, je pourrais protéger les filles. Juste à ce moment-là, Lise a remarqué une porte au bout du tunnel, et ils se sont immédiatement précipités vers elle. Ils sont entrés dans une pièce avec un cercle magique sur le sol, et le cadavre desséché d'un homme en son centre. J'ai paniqué en voyant cette scène, car elle me rappelait la scène macabre que j'avais vue dans le château du roi démon dans ma vie précédente. Juste à ce moment-là, Syldonia est apparue de l'aile, épée, et a commencé à examiner le cercle magique et le cristal qui flottait au-dessus. Elle a rapidement déterminé qu'il était utilisé pour effectuer un rituel interdit afin d'absorber le pouvoir des gens et de le transformer en mana. Tout le monde a été horrifié d'entendre cela, et j'ai ensuite réalisé que l'homme au centre du cercle magique était le serviteur que nous avions rencontré la veille. De l'autre côté de la pièce, il y avait un tas de morts qu'ils ont reconnus comme étant les personnes enlevées de la ville. Syldonia a ensuite remarqué que elle, échelle de la magie N, était pas si grande et que le cristal utilisé comme catalyseur allait bientôt exploser. Elle pensait que cela ferait exploser la ville. Mais J était plus intéressé par le type de sort qu'ils essayaient d'utiliser avec ce pouvoir. Syldonia n'avait pas de réponse certaine à cette question, et avant qu'elle ne puisse étudier davantage le cercle magique, elle a remarqué que quelqu'un s'approchait d'eux. Ils se sont cachés derrière un rocher lorsque les 2 démons sont arrivés. Et il semblait qu'ils n'étaient pas d'accord sur la tâche de collecte d'informations tout en travaillant avec un humain. La démon lui a demandé s'il était nécessaire de tuer tout le monde à l'ambassade. Et le démon mâle a répondu que était la demande de leur collaborateur humain de le faire. Il l'a rassuré qu'il avait tué des gens, mais que les pertes n'étaient pas suffisantes pour causer de grands troubles. Ensuite, il lui a dit que, peu importait si elle était en colère, parce qu'il devait travailler avec des humains, car leur tâche était d'obtenir un objet que le roi démon voulait vraiment, et qu'il devait ravaler leur fierté pour accomplir ses ordres. Ensuite, il a déchaîné son pouvoir et a incinéré le corps desséché du serviteur, disant que était suffisant pour gérer les déchets pour aujourd'hui. Les démons sont ensuite sortis prendre l'air frais.
Et mes amis et moi étions plutôt choqués par ce que nous venions d'apprendre. Nous avons décidé de trouver Gazas et le gouverneur Bax avant de les affronter. Alors nous sommes allés plus loin dans le passage souterrain et sommes arrivés dans une pièce somptueuse où Gazas était ligoté. Ils se sont précipités pour le libérer immédiatement, mais l'ex-Luthor de Walmart, qui était périmé, a commencé à leur crier dessus. Il leur a demandé qui ils étaient et ce qu'ils faisaient dans sa tanière. J'ai réalisé qu'il était le gouverneur, et Bax a également réalisé que nous étions des émissaires de l'Empire Zurgus. Il a dit que les empires Gargan et Zurgus essayaient tous deux de prendre le contrôle de leur ville, mais qu'ils ne laisseraient pas cela arriver. Il a déclaré qu'il la protégerait à tout prix, et Serran lui a dit que sacrifier son propre peuple ne comptait pas comme une protection. J'ai demandé ce qui allait arriver à Karen, et Gazas a répondu que leur mine était sur le point de S, épuisée en minerai. Bax a paniqué à cela, et a demandé à Gazas de ne pas révéler leur secret. Cependant, le forgeron a fait valoir qu'il était trop tard pour cacher la vérité. Il a dit qu'une fois les mines mortes, la ville perdrait de la valeur. Les forgerons se disperseraient et Karen perdrait son autonomie, et deviendrait entièrement une partie de l'Empire Zurgus. Bax Luther a dit qu'il ne laisserait pas cela arriver, mais il a ensuite commencé à tousser violemment. Syldonia a réalisé qu'il lui restait au maximum 2 mois à vivre, et je pensais que les démons avaient profité de sa faiblesse pour le rallier à leur cause. Juste à ce moment-là, le démon mâle est arrivé, me traitant de raciste, pour avoir pensé que les démons manipulaient les humains faibles. Il a dit qu'ils avaient simplement proposé un accord au vieux gouverneur et qu'il l'avait accepté. Il a dit que les démons avaient proposé de réaliser le rituel interdit, qui générerait plus de minerais dans les mines. Et je lui ai demandé ce qu'il obtenait en retour. Le démon répondit que leur roi voulait l'eau, épée sacrée Rand, qui avait été utilisée pour vaincre un seigneur démon dans le passé. Tout le monde fut choqué d'apprendre que l'épée sacrée était ici, et que le gouverneur la donnerait aux démons. Il a dit que sa mission initiale était uniquement de recueillir des informations, et qu'il avait commencé avec Karen parce que cette ville produisait les meilleures armes du continent humain. Quand il a appris les problèmes qu'il rencontrait, il a contacté le gouverneur, et c'est ainsi qu'ils ont conclu un accord. À ce moment-là, la démon arriva, et dit à son partenaire qu'il avait trop parlé. Il s'affola en lui disant qu'il n'avait l'intention que de tuer ces gens, donc ce N n'était pas un problème. Cependant, je tirai mon épée et le défiai au combat, lui assurant que je ne le perdrais pas. Le démon était confus et prêt à attaquer, mais son partenaire tenta de l'arrêter, car il devait éviter de se battre. Elle lui rappela également qu'il devait récupérer épée sacrée, mais il dit qu'il n'avait que à tuer les témoins et à rentrer chez eux. Bax commença à marcher vers le démon, lui disant de tenir sa promesse d'aider la ville. Mais Serran se précipita pour l'arrêter, car il avait besoin de cette épée sacrée, plus que quiconque. J'ai dit au gouverneur d'abandonner son rêve de sauver la ville, car les démons ne l'aideraient pas. Je lui dis que leur catalyseur avait atteint ses limites, et qu'il ne pouvait pas le contrôler pour faire revivre les mines. Le démon fut impressionné que j'ai pu découvrir cela et dit que ce N était plus important maintenant car, élimination de cette ville serait également une bonne récompense pour la mission. Bax était furieux d'apprendre qu'il avait été trompé par les démons et les maudits, mais Serran le maîtrisa et le livra à Gazas. Le démon mâle dit alors à sa partenaire de s'occuper des 2 filles pendant qu'il s'occupait des 2 garçons, mais je voulais que Serran aide les filles à la place. Cependant, il refusa, disant qu'il devait d'abord trouver quelque chose par lui-même, et quitta le champ de bataille. J était en colère contre lui, mais je décidai de combattre le démon mâle seul, conscient que ce ne serait pas une bataille facile. Pendant ce temps, la démone dit à Liz et Urza de s'enfuir, car elle ne voulait tuer aucun humain. Elle pensait que C était un piège, mais elle leur dit qu'elle n'avait pas besoin de piéger des êtres plus faibles qu'elle. Eh bien, Liz et Urza prirent cela personnellement, et Liz attaqua la démone, seulement pour être projetée en arrière instantanément. La démone attaqua ensuite Urza, qui réussit d'une manière ou d'une autre à esquiver son attaque initiale, et invoqua un esprit de feu. Elle attaqua la démone, mais celle-ci esquiva facilement tout et porta un puissant coup de pied pour la mettre au tapis. Pendant ce temps, Serran se contentait de tout regarder depuis la touche, et le rejoignit, lui demandant s'il allait aider ses amis. Serran pensait que la démone ne tuerait ni Urza ni Liz, il pouvait donc les laisser se faire battre pour qu'elles apprennent une leçon. Au lieu de cela, il était plus curieux d'un petit cube rouge qu'il avait pris de la poche du gouverneur lorsqu'il l'avait aidé plus tôt. Syldonia l'examina et découvrit que C était un dispositif magique qui pouvait être utilisé pour cacher d'autres objets magiques. Serran lui dit que lorsque le démon avait mentionné les épée sacrée plus tôt, Bax avait jeté un coup d'œil derrière lui, et il avait réalisé qu'il cachait les épée à proximité. Syldonia fut impressionné par son sens de l'observation, et lui dit que sa théorie pourrait être juste. Serran se rendit immédiatement à la chaise du gouverneur et brisa le cube magique, et l'emplacement de épée devint évident. Pendant ce temps, j'avais du mal dans le combat contre l'homme démon. J était constamment repoussé. Mais sans s'en soucier, Serran arriva à l'endroit où il pouvait sentir une puissante énergie, et un petit pilier apparut de nulle part. Il détruisit le pilier avec son épée, révélant épée sacrée Rand, et il la ramassa, déclarant fièrement qu'il avait trouvé l'épée sacrée. Tout le monde regarda immédiatement, mais heureusement ses amis savaient exactement comment utiliser cette opportunité. Pendant que les démons étaient distraits par Serran, moi et les filles nous précipitâmes vers nos adversaires.
Urza ordonna à son esprit de feu d'attaquer la démone, qui bloqua le souffle de feu. Mais à ce moment-là, Lise l'attaqua de près. Alors que la démone semblait avoir esquivé l'attaque surprise, elle fut éraflée par son coup de poing et commença à saigner. Lise et Urza étaient maintenant convaincus qu'elle pouvait gagner. Mais la mère démone était en colère. Elle décida de se débarrasser des deux lorsqu'elle entendit soudain les cris de son partenaire gisant sur le sol après avoir été maîtrisé par moi. Il s'avéra qu'il était même pas gravement blessé, mais il avait perdu ses cornes, ce qui était considéré comme la fierté des démons. Je piétinais sa fierté, disant aux démons que je savais que les démons sans cornes étaient considérés comme une espèce inférieure. À ce moment-là, Seuran rejoignit également le groupe, se vantant de la façon dont la épée sacrée lui allait parfaitement dans la main, et la démone lui demanda de la lui donner. Il se contenta de se moquer de son audace et dit qu'il devrait l'essayer sur les démons, mais j'avais un autre plan. J'ai suggéré que nous terminions le combat maintenant et rentrions chez nous en toute sécurité. Tout le monde fut choqué d'entendre cela, mais j'ai expliqué que nous avions des blessés de notre côté et que je voulais les emmener à l'hôpital au lieu de nous battre. Cependant, je ne voulais pas non plus abandonner le combat. Alors j'ai proposé que nous retournions à cet endroit dans 3 jours pour un duel. Si les démons pouvaient gagner ce match, ils pourraient prendre la épée sacrée et la corne. Seuran refusa de parier son épée, mais je l'ignorais comme les termes et conditions d'un jeu. J'ai dit que si les démons perdaient, ils devaient nous fournir toutes les informations qu'ils avaient sur les autres démons qui avaient infiltré le continent humain et leur découverte. J'ai assuré aux démons que nous nous battrions en 1 contre 1 et je me suis moqué de lui demandant s'il allait refuser un duel avec un humain qu'il considérait comme inférieur. Le démon accepta mon défi et fit un trou dans le mur pour échapper avec sa partenaire. Après le départ des démons, moi et les autres sommes également retournés à la ville. Miranda courut embrasser Gazas dès qu'elle le vit, mais je devais continuer et interrompre leurs retrouvailles émotionnelles. Je leur ai demandé ce qui se passait avec le gouverneur Bax et Gazas a dit que le vieil homme n'avait pas toujours été comme ça. Il se souciait de Karen et était un bon gouverneur. Mais quand les choses ont commencé à devenir difficiles pour la ville, il est devenu fou. Il a dit que Bax avait commencé à dévier de son chemin par désespoir, et quand Gazas a découvert les enlèvements, il a essayé de l'arrêter. Cependant, Bax lui a dit de rejoindre son camp, et a même menacé de tuer Go et Miranda s'il en parlait à qui que ce soit. C'est pourquoi Gazas a essayé de rester à l'écart de tout le monde, mais finalement, il a été entraîné dans le chaos du gouverneur. Ce sujet étant réglé, Gazas a mentionné épée sacrée Rand, et je lui ai demandé de laisser Seuran la garder puisqu'il l'avait trouvée. Gazas a refusé car épée était un trésor national de Karen. Cependant, je lui ai rappelé que nous lui avions sauvé la vie. Et plus tôt, nous avions également sauvé la vie de Go des assaillants, ainsi que la vie de Miranda du démon à l'ambassade. Gazas n'était pas convaincu par cela, alors j'ai décidé d'améliorer mon offre. Je savais qu'il n'y avait plus de mithyl dans les mines de Karen, et je lui ai montré un bloc de minerai de mithyl de haute qualité. Gazas commença presque à baver en voyant le bloc de métal rare, et je dis que je l'avais trouvé dans d'anciennes ruines et que je l'avais apporté ici parce que je voulais qu'un forgeron qualifié en fasse une arme. Ensuite, j'ai commencé à flatter Gazas, le traitant de plus grand forgeron du continent, capable de forger une épée sacrée un jour. J'ai proposé de lui fournir tout ce dont il avait besoin pour ses projets, et j'ai dit que cela suffirait à compenser une épée sacrée. Gazas restait incertain. Mais Miranda dit alors que épée sacrée Rand n'avait jamais été officiellement à Karen, il pouvait donc la prendre, et Gazas acquiesça simplement. Ensuite, j'ai donné au maître forgeron un plan, et lui ai demandé de me fabriquer un objet. Gazas a dit qu'il pouvait le terminer en 3 jours, mais je le voulais en 2 jours car j'avais un duel par la suite. Gazas m'a traité de gêneur, mais est quand même allé à sa forge pour terminer le projet. Ce soir-là, j'ai rencontré mes amis, et j'ai constaté que les filles étaient vraiment motivées à se battre à nouveau contre la démone, car elles les avaient humiliées pendant le combat. Seuran, d'autre part, était déçu de ne pas avoir pu utiliser épée sacrée. Je lui ai dit qu'ils auraient d'autres occasions de le faire, car ils devaient d'abord vaincre les démons et obtenir des informations d'eux. Seuran m'a dit que les démons étaient d'un autre niveau et que les vaincre dans un duel équitable pourrait ne pas être facile. Mais j'ai répondu que j'avais demandé 3 jours de préparation pour cette raison. Le lendemain, Sildonia et moi sommes retournés dans la zone souterraine, et Sildonia a suggéré qu'elle retire tout le pouvoir magique stocké dans le catalyseur avant qu'il éclate. Cependant, je lui ai demandé si elle pouvait transférer ce pouvoir dans le cœur du dragon divin, car cela pourrait être utile plus tard. Sildonia a aimé l'idée et a dit que ce ne serait pas un gros problème, ce qui m'a amené à ma deuxième question. Je lui ai demandé s'il était possible de créer plus de mithril, en utilisant l'incantation dont les démons parlaient. Sildonia a dit que était impossible et que le meilleur scénario serait d'utiliser la magie pour extraire le mithyl des profondeurs de la Terre. Cependant, il n'était pas garanti que cela fonctionnerait, et cela modifierait suffisamment la géographie de la zone pour détruire toute la ville. Avec cela, elle commença à absorber le pouvoir du catalyseur dans le cœur du dragon. Et je suis retourné en ville. J'ai passé du temps à observer l'entraînement d'Urza et Lise, et j'ai rendu visite à Gazas pour lui rappeler la date limite. 2 jours se sont écoulés ainsi, et la veille du combat, Seuran ronflait paisiblement, mais cela rendait Sildonia doublement anxieuse. Je lui ai dit que était une bonne chose que Seuran se détende,
car nous pourrions avoir besoin de son aide pour vaincre les démons demain. J'ai dit que pour l'instant, nous avions besoin d'informations sur les démons plus que toute autre chose, car cela pourrait nous aider à gagner la guerre à l'avenir. Le lendemain, mes amis et moi sommes allés au passage souterrain. Mais comme l'idiot avait oublié de fixer l'heure du duel plus tôt, les démons N n'étaient pas encore arrivés. Les filles décidèrent de faire une pause thé en attendant, et je leur demandais si elles avaient un plan pour le combat contre la femme démon. Alors qu'elles parlaient de leur plan, les démons arrivèrent, et ils étaient un peu dégoûtés de les voir se détendre alors qu'elles étaient sur le point de combattre des ennemis bien plus forts. J'ai essayé d'agir comme un idiot, avec des miettes de biscuits sur le visage, pendant que je défiais les démons. La démone demanda si j'essayais de les insulter, mais son partenaire avait appris du passé, et lui dit que j'essayais seulement de les prendre au dépourvu en agissant comme un idiot. Eh bien, voyant que mes provocations n'avaient aucun effet, je décidai de passer à l'action. Cependant, avant de commencer le duel, je dis aux démons que nous devrions aller dans un endroit plus ouvert, car 2 combats ne pouvaient pas avoir lieu en même temps dans l'aile étroite caverne. Le démon masculin accepta ma suggestion, confiant qu'il détruirait complètement l'humain, même si j'avais quelques astuces. Il quitta la caverne avec moi pendant que la démone se préparait à combattre les filles. Seran resta en tant que témoin, disant à la femme démon qu'il lui donnerait l'aise si elle gagnait, et Sildonia était également là pour me rapporter au cas où il se passerait quelque chose ici. La démone dit qu'elle ne voulait pas se battre, mais que si Sek était pour la sainte épée, elle ne retiendrait pas ses coups. Elle libéra toute sa puissance, car cette fois elle ne sous-estimait pas Urza et la loi, et leur demanda ensuite de se rendre s'ils voulaient vivre. Quand ils ne se rendirent pas, elle se jeta immédiatement sur au moins, la forçant à se défendre contre sa série de coups. Quand Lise échappa à la femme démon, Urza invoqua son esprit de feu pour l'attaquer. La femme démon esquiva facilement l'attaque, et le coup de feu se dirigea vers Lise, qui était cachée derrière un pilier de pierre pour se protéger. La démone trouva leur comportement un peu suspect, mais elle décida de s'occuper d'abord de la magicienne. Elle se précipita vers Urza, utilisant son esprit de feu comme tremplin pour sauter. Cependant, Urza utilisa un artefact pour invoquer un esprit de terre qui bloqua son attaque et lui saisit le bras. La femme démon ne s'y attendait pas, et Lise profita de l'occasion pour lui porter une attaque surprise. Cependant, le démon répliqua par un coup de pied aiguisé qui faillit égratigner Lise, mais la fit tout de même trembler. Alors que Lise essayait de reprendre ses esprits, la femme démon brisa le bras de l'esprit de terre et attaqua Urza la mettant à terre. Sildonia remarqua que le démon était bien plus fort que les filles, et dit à Seran de les aider. Mais il croyait en la vraie égalité des sexes, et dit que les femmes devraient affronter leurs ennemis par elles-mêmes, au lieu de compter sur les hommes. De plus, il remarqua que la situation N était pas si mauvaise, car Urza et Lise pensaient toujours pouvoir gagner. La femme démon les attaqua à nouveau, et Urza invoqua un autre esprit de terre. Le démon dit qu'elle déchirerait l'esprit. Mais à ce moment-là, Lise donna un coup de pied dans le dos de l'esprit, envoyant un énorme bloc de pierre vers la démone, la prenant par surprise. Avant qu'elle ne puisse réagir, les filles avaient utilisé l'esprit de terre comme leurre et comme arme. Lise porta un autre coup de poing puissant, brisant la roche et la frappant au ventre. Furieuse, elle se précipita pour mettre fin au combat. Mais Lise resta immobile jusqu'au dernier moment avant de lui porter un autre coup de poing dévastateur au ventre, forçant la démone à s'agenouiller. Au même moment, le démon masculin et moi arrivâmes dans une pièce isolée pour commencer le duel, et le démon soupçonna un piège l'attendant. D'autre part, le combat entre la mère démon et les filles N n'était pas encore terminé. Bien que blessée, la démone se jeta sur au moins, lui arrachant presque les yeux. Mais Lise esquiva son attaque et porta un coup dévastateur au corps, la forçant à reculer. Puis, elle écarta, permettant à Urza d'attaquer la démone avec l'attaque la plus puissante de son esprit de feu. Quand la démone fut engloutie par les flammes, Lise et Urza célébrèrent leur victoire et retournèrent auprès de leurs amis. Cependant, la démone N n'était pas encore morte, et elle se tenait au milieu des flammes, attendant la bonne occasion d'attaquer. Cependant, avant de pouvoir commencer le deuxième round du combat, elle voulut savoir comment Lise avait esquivé ses attaques, car elle était plus rapide que n'importe quel humain. Lise réfléchit une seconde, puis qualifia la femme démon de « cheval à un tour ». Elle expliqua que ses mouvements étaient en fait simples et prévisibles. Urza fut d'accord, et dit qu'elle était mieux battue quand elle se retenait. Les filles dirent au démon que était peut-être la première fois qu'elle pariait sa vie, ce qui signifiait qu'elle manquait d'expérience au combat. Elles ajoutèrent qu'elle avait l'air très sérieuse dans la vraie vie et que cela se reflétait dans son style de combat, la rendant facile à lire. La femme démon eut vraiment honte de cela, mais elle réalisa que les filles ne mentaient pas. Alors, quand elles lui dirent de se préparer pour le deuxième round, elle admit simplement qu'elle avait perdu. Urza et Lise furent confuses, et la démone leur dit qu'elle n'avait pas peur de perdre ou de mourir. Mais le seigneur démon lui avait ordonné de revenir vivante. Maintenant qu'elle avait perdu une fois, elle ne pouvait pas risquer de les combattre à nouveau, car cela pourrait se terminer par sa mort. Elle se rendit à elle, même si cela brisait sa fierté, et demanda ce qu'elle devait faire maintenant. Urza et Lise ne savaient pas quoi faire, et se demandaient si elle devait laisser la démone partir, car elle ne semblait pas poser de problème. Cependant, Seran leur cria de derrière, et demanda si elles étaient vraiment assez stupides pour laisser un démon en liberté. Les filles comprirent cela,
Mais Lise n'arrêtait pas de dire que seul Soran pouvait être assez impitoyable pour tuer un ennemi qui était rendu. Il était en colère contre elle pour cela, mais Urza ignora les deux, et se rappela que je voulais obtenir d'elle des informations sur les espions démons. La femme démon leur dit qu'elle et son partenaire étaient les seuls envoyés par le seigneur démon. Et si quelqu'un d'autre était venu de lui-même sur le territoire humain, elle n'en savait rien. Les filles ne savaient plus quoi lui demander, et la démone dit que si l'une d'entre elles était un homme, elle coucherait avec lui pour payer la défaite. Les filles furent confuses en entendant cela, et la femme démon dit alors qu'elle pourrait peut-être coucher avec moi à leur place. Eh bien, Lise et Urza ne voulurent rien savoir, et elles dirent à la démone de partir immédiatement. Elle commença à éloigner, mais s'arrêta à mi-chemin, demandant aux filles si elles voulaient au moins se présenter avant de se séparer. Lise et Urza se présentèrent, et la femme démon leur dit alors qu'elle s'appelait Yuriga. Yuriga partit avec ça, et la trouva toujours plutôt polie pour un démon. Cependant, alors qu'elle commençait à se vanter des démons de son âge auprès de Soran, elle vit qu'il avait disparu de son siège. Il courait vers Yuriga avec son épée, lui disant de le laisser essayer son arme sur elle. D'autre part, avant que mon combat ne commence, le démon masculin me demanda où se trouvait sa corne. Je lui montrai que je la portais, et qu'il pourrait la prendre s'il gagnait. Le démon fut satisfait de voir cela, et il était prêt à se battre. Je décidai de m'approcher de lui et de mettre fin au combat, avant que le démon n'ait la chance de spammer ses attaques magiques. J'ai renforcé mes capacités physiques et je me suis précipité, mais le démon ne bougea pas. Au lieu de cela, il utilisa son bras pour bloquer mon épée, afin de me retenir pour qu'il puisse m'attaquer de près. J'avais réussi à esquiver tout l'impact de l'attaque d'une manière ou d'une autre, mais J était toujours gravement blessé. J'ai réalisé que le démon utilisait toute sa puissance cette fois, et je ne pouvais pas gagner avec la stratégie que j'avais préparée auparavant. Le démon réalisa que j'avais d'autres pensées, et il déclara fièrement qu'il avait tué d'innombrables personnes comme moi lors de la guerre précédente entre démons et humains. Puis, il commença à me spammer avec ses orbes magiques, que je ne pouvais que esquiver. J'avais quand même été touché par quelques attaques et décidé de tout risquer pour réduire la distance entre nous. Cependant, le démon utilisa simplement la force à son avantage et me projeta contre le mur de la caverne. Alors qu'il s'avançait vers moi pour m'achever, j'eus soudain une idée. Je sortis la corne du démon, menaçant de la briser s'il bougeait. Le démon dit qu'il tenait à sa corne, mais pas assez pour sacrifier sa vie pour elle. Mais je pensais qu'il mentait. Je le traitais de menteur en lançant la corne en l'air. Et tandis que le démon était distrait par elle, j'essayais de le poignarder et de le pousser jusque-là, à l'autre coin de la pièce. Cependant, j'avais délibérément manqué le corps du démon entièrement, car j'avais un autre plan en tête. Soudain, le mur derrière eux s'effondra, et le démon faillit être poussé du bord dans une rivière de lave. Sans manquer un battement, je l'attaquai par derrière, mais le démon esquiva mon attaque et me repoussa avec ses propres attaques. Il me désarma même, et me dit que peu importe à quel point G était bon, un humain ne pouvait pas vaincre un démon. Il prépara un énorme orbe magique pour m'achever. Mais alors, je sortis soudain un flacon de sérum Didi de ma poche, et le lançai sur le démon. Au début, le démon ne réalisa même pas ce qui se passait. Mais ensuite, il découvrit qu'il ne pouvait pas bouger ses bras. Il s'avéra que le sérum Didi était en fait de la superglue. Et maintenant, le démon ne pouvait plus bouger de sa position. Mais ce N n'était pas tout. J'avais une autre surprise en réserve pour lui. Et par hasard, elle se cachait juste derrière le monticule sur lequel il était appuyé. Je saisis une chaîne et la tirai hors de la lave, avant de la balancer vers le démon. Le démon hurla de douleur alors que la chaîne chauffée à blanc de Ghost Rider se serrait autour de son corps, mais il était toujours confiant de pouvoir la briser avec de la magie. Cependant, je lui dis que la magie n'aurait aucun effet sur la chaîne car elle était faite de mithril. Le démon resta silencieux en entendant cela, mais ensuite je pointai mon épée sur lui et lui demandai de répondre à toutes mes questions. Le démon se rendit et me dit de lui poser mes questions. Premièrement, je lui demandai si l'actuel seigneur démon voulait vraiment la paix avec les humains. Le démon affirma que l'actuel seigneur démon était Ruiza, la fille du précédent seigneur démon. Elle avait eu des interactions avec les humains lors de la guerre précédente, et elle ne les haïssait pas tant que ça. Pendant ce temps, un insecte invisible rôdait dans la pièce, mais le démon l'avait remarqué, et il gardait un œil sur ses mouvements tout en répondant à mes questions. Je lui demandai s'il y avait des démons qui s'opposaient à elle. Et le démon répondit qu'il y avait beaucoup de démons qui voulaient la guerre, et que étaient eux qui avaient forcé Ruiza à les envoyer ici. Ensuite, je lui demandai si les démons du camp pro-guerre essayaient de renverser l'actuel seigneur démon. Et il répondit que Ruiza était extrêmement puissante et que la vaincre ne serait facile pour personne. Quant à ma dernière question, je demandais au démon s'il avait rencontré un démon sans cornes avec des ailes noires qui était un candidat pour devenir le prochain seigneur démon. Le démon répondit que personne n'accepterait un démon sans cornes comme leur roi. Et par-dessus tout, il ne connaissait aucun démon aux ailes noires assez puissant pour être un candidat. J'avais tout entendu, et je décidai que le démon de Metz était plus utile. Je décidai de l'achever, mais le démon me supplia d'arrêter, proposant d'organiser une rencontre entre Ruiza et moi, afin que je puisse lui parler directement. J'aimais la proposition et baissai mon épée. Mais le démon n'avait aucune intention de coopérer sincèrement avec moi.
Il ordonna à son insecte invisible de m'attaquer par derrière. Mais je le coupais en deux, sans même regarder. Je dis au démon qu'il avait regardé l'insecte si attentivement que je n'avais même pas eu besoin de me retourner pour l'attaquer. Je savais que le démon pouvait créer ces insectes invisibles, appelés insectes assassins, pour mener des attaques furtives sur ses ennemis, les tuant sans laisser de traces. Le démon fut choqué par cela et demanda comment je connaissais ses pouvoirs. Et je le stupéfiai encore plus en révélant que je connaissais même son nom. Je dis au démon, Gagnas, que nous nous étions déjà rencontrés, et il fut complètement confus par cela. Il ne comprenait pas ce qui se passait, et je dis que dans ma vie précédente, j'avais ressenti une peur étrange en le rencontrant, car il était extrêmement loyal envers le seigneur démon de cette vie. Je ne pouvais pas ressentir cette loyauté, et cela rendait Gagnas beaucoup moins intimidant. Ensuite, je le jetai dans la rivière de lave en dessous, disant que Gagnas avait tué plusieurs de mes amis pendant la guerre, mais que était lui que nous avions capturé et torturé pour découvrir l'emplacement du château du seigneur démon. Je dis que sans lui, nous n'aurions pas réussi notre tentative de suicide, mais Gagnas, écouta rien de tout cela, et continua de me maudire. Cependant, il n'avait pas assez de points de défense pour supporter la lave longtemps. Et peu de temps après, il sombra dans la lave, silencieux pour elle, éternité. Pendant ce temps, l'attaque de Serran ne toucha pas Yuriga, et au lieu de cela, il tua un insecte assassin que Gagnas avait envoyé après elle. Les filles accoururent et le réprimandèrent d'avoir tenté de tuer un adversaire désarmé, mais Serran leur dit qu'il lui avait en fait sauvé la vie. Sildonia examina les restes de l'insecte assassin et réalisa que le démon mâle l'avait envoyé après Yuriga. Elle fut d'accord avec elle, pensant qu'il voulait la faire taire, afin qu'elle ne puisse pas dire au seigneur démon, ou à qui que ce soit d'autre qu'il avait perdu ses cornes à cause d'un humain. Tandis que tout le monde s'unissait dans leur haine de Gagnas, Lise fit éloge de Serran, disant que malgré son apparence, il était en fait une bonne personne. Serran entendit cet éloge. Mais la vérité était qu'il essayait en fait de tuer Yuriga, et avait instinctivement changé de cible lorsqu'il avait senti la présence de l'insecte. Cependant, Yuriga crut qu'il voulait la sauver, et elle lui dit qu'elle lui devait une faveur. Serran tenta immédiatement de réclamer la dette en l'invitant à aller au cinéma et à se détendre, mais Lise lui donna un coup de coude puissant pour le faire taire. Yuriga se moqua simplement de cela et partit, disant à tout le monde qu'elle se souviendrait d'eux, même s'ils ne se revoyaient plus jamais. Les filles commencèrent à discuter du fait que Yuriga serait probablement beaucoup plus forte s'ils se rencontraient à l'avenir. Mais Serran se posait des questions sur mon ordre de ne pas laisser la démone s'en sortir vivante. Cependant, il ne pouvait pas simplement la poursuivre et la tuer après que tout le monde ait cru qu'il l'avait sauvée une fois. Alors il décida de trouver une excuse pour m'apaiser plus tard. Le lendemain, alors que Serran maniait sa nouvelle épée pour s'y habituer, je lui demandai soudainement ce qu'il pensait des démons. Serran répondit qu'ils étaient pas aussi terrifiants que les histoires le disaient, bien qu'ils fussent plus forts que la plupart des gens qu'il avait rencontrés. Il sentait qu'ils étaient pas si différents des humains, et je répondis que je pensais la même chose. Je commençais à me demander si Ken était l'une des raisons pour lesquelles Serran avait laissé partir la femme démon. Hier, lorsque j'avais découvert pour la première fois que Serran avait laissé Yuriga partir malgré mes instructions de l'achever, j'avais été furieux. Cependant, maintenant était sûr qu'elle était pas une mauvaise personne ni une menace pour nous, car Serran ne l'aurait pas laissé partir dans ce cas. Alors que je réfléchissais à la façon dont la paix temporaire avait changé à la fois les humains et les démons, les filles arrivèrent. Je m'inquiétais de leurs blessures après le combat avec Yuriga, et les filles furent gênées quand elles me dirent qu'elles allaient parfaitement bien. Ensuite je me rendis chez Go avec Sildonia. Pendant que je partais parler à Gazas, Go demanda à Sildonia de l'accompagner, car il avait quelque chose d'important à discuter avec elle. J'allais voir Gazas, qui était remis des incidents de la semaine dernière. Gazas savait que je quitterais la ville le lendemain, alors il avait préparé des cadeaux d'adieu à l'avance. Je fus étonné de voir les fourreaux pour Serran, et moi, et Gazas dit qu'ils étaient faits de mithyle, donc ils pouvaient parfaitement contenir leurs épées saintes. De son côté, Go demanda à Sildonia de rester avec lui pour toujours. Et il ne parlait pas seulement d'apprendre la technologie magique d'elle. Cependant, Sildonia ne comprit pas que le jeune homme l'aimait, et elle lui dit qu'il pouvait terminer les golems par lui-même. Elle dit qu'elle m'appartenait et devait aller partout où j'allais, et cela brisa le cœur de Go. Car cet idiot ne savait pas que Sildonia était un esprit épée. Quand je suis arrivé et que j'ai emmené Sildonia, Go m'a maudit d'avoir emmené l'esprit de bas niveau alors que j'avais déjà Urza et Rent. Ensuite, je suis allé voir Miranda, et j'ai appris que le gouverneur Bax était mort quelques jours auparavant. Il avait tout avoué sur les enlèvements, sur son lit de mort. Ainsi, les problèmes de leur ville étaient résolus. Mais Miranda s'inquiétait du problème plus important, qui était le massacre à l'ambassade de Gargan. Je le savais aussi, et Miranda dit que Gargan blâmerait sûrement l'Empire Zurgus pour le massacre. Et puisque la reine des démons annulait également ses fiançailles en même temps, il prendrait sûrement des mesures hostiles. Cependant, Miranda pensait qu'il s'en sortirait d'une manière ou d'une autre, car Gazas avait officiellement accepté l'offre de devenir gouverneur de Karen, mais à condition qu'il puisse forger autant qu'il le souhaitait. Ensuite, je devins subitement un détective et demandai à Miranda si elle était derrière les problèmes de dette que Go avait récemment rencontrés. Elle fut surprise par cette accusation, mais j'expliquai mes raisons. Puisque Gazas éloignait d'elle à cause de menaces venant de l'arrière-plan, elle était devenue impatiente
et avait décidé d'utiliser Go comme un outil pour se rapprocher de lui. Elle laissa des individus louches lui prêter de l'argent et attendit ensuite qu'il cible Go pour qu'elle puisse le sauver et gagner les faveurs de Gazas. Miranda était en plein chaos car ma théorie était juste. Mais heureusement, je n'avais aucune preuve. Elle était ravie que je ne puisse pas ruiner sa relation ou sa réputation. Mais je n'avais pas non plus l'intention de le faire. Je dis à Miranda que si elle se sentait coupable de ses actions et voulait se racheter, elle devrait garder le secret sur le projet de restauration de Gollum de Go avec tout le monde, y compris l'Empire Zurgus. Miranda fut surprise par cette demande, mais elle accepta rapidement, et J était heureux de l'entendre. Cependant, elle, était pas sûre que Go réussirait son projet, mais je lui dis que j'avais investi dans son projet, car j'avais confiance en ses compétences. Miranda dit qu'en cas de succès, les golems seraient un excellent ajout à la puissance de leur pays et qu'elle devrait finalement le signaler. Je le comprenais aussi, et je lui demandais de garder le secret jusqu'à ce que Go produise un prototype fonctionnel, ce qui serait fait dans les 3 prochaines années, et après cela, il n'y aurait plus besoin de le cacher. Les golems. Miranda fut surprise par ma remarque et je lui dis de sourire car Elven était pas jolie en fronçant les sourcils. Elle était secrètement en colère contre mon attitude, mais elle sentait aussi que je cachais quelque chose. Elle me demanda si nous nous étions déjà rencontrés pour que je puisse agir aussi directement avec elle, et je lui répondis que nous nous étions rencontrés pour la première fois dans cette ville. Le lendemain, mes amis et moi quittâmes la ville, et Seran était un peu déçu de ne pas avoir pu essayer sa nouvelle épée. Je lui dis qu'il en aurait bientôt l'occasion, mais que nous devions d'abord retourner à la capitale et faire notre rapport. Pendant ce temps, Lise et Urza commencèrent à discuter de leur situation, et elles s'inquiétaient que ce soit bien pire que lorsqu'elles avaient été envoyées à Karen. Milena annulant ses fiançailles était qu'une chose. Mais l'assassinat de l'une des personnes les plus importantes de Gargan affecterait certainement la relation entre les deux nations. Cependant, je leur dis que les démons étaient un problème plus important que cela. Je disais que les démons pourraient être en train de planifier, de faire en sorte que les humains se battent entre eux, afin qu'ils puissent lancer une attaque furtive, et que la seule façon d'arrêter cela est d'unir toutes les races humanoïdes. Pendant ce temps, la nouvelle de l'assassinat et des préparatifs de Gargan parvint également aux oreilles de Milena. Elle s'inquiétait des conséquences. Elle a donc immédiatement envoyé la commandante Killen et le vieux ministre Auguste en mission. Peu après, Lise repéra leur convoi à une certaine distance de notre route et nous les rejoignîmes immédiatement. Seran, Lise et Urza partageaient un chariot et passaient le temps à jouer à Uno, car ils n'avaient rien de mieux à faire, tandis que J était invité à accompagner Killen et Auguste. Auguste me remercia d'avoir accepté une demande urgente de participer à la conférence de paix entre Zurgus et Gargan. Et je lui ai dit que était la bonne chose à faire. J'ai répété mon discours, disant que l'assassinat à l'ambassade de Gargan avait été entièrement perpétré par des démons et que Zergus n'y était pour rien. Killen me remercia à nouveau et souligna que la paix des deux nations dépendait de moi. Avec ça, je sentais la pression monter, mais Auguste me dit de rester calme, car soit nous parvenions à la paix, soit une guerre éclaterait et se terminerait par la destruction d'une nation. Killen n'aimait pas son attitude calme, mais Auguste lui dit que était parce qu'elle n'avait jamais eu une si grande responsabilité auparavant. Lui, par contre, était allé à Gargan de nombreuses fois, et il était confiant de pouvoir gérer la conférence de paix facilement. Killen fut irrité par cela, et fit remarquer comment Auguste avait gravi les échelons, en flattant l'ancien roi, et ils commencèrent tous deux à se dénigrer mutuellement, tandis que je souhaitais retourner avec mes amis. Peu après, ils arrivèrent à l'empire de Gargan, et se dirigèrent directement vers la capitale. Je me demandais si je pouvais rencontrer l'un des princes de Gargan, qui avait été mon ami et allié dans une vie antérieure. Il s'avéra que le prince était également en ville pour la conférence de paix. Ses deux frères étaient également là, et ils discutaient de l'assassinat de leur mage de cour, Alzad. Tandis que le prince aîné Loki croyait que Sex étaient les démons qui avaient tué Alzad, et qu'ensuite un guerrier de l'empire de Zurgus avait combattu un démon. Le deuxième prince n'était pas vraiment d'accord avec lui, il croyait que l'empire de Zurgus mentait, car aucun homme au hasard ne pouvait être plus fort que leur deuxième plus puissant mage de cour. Cependant, le troisième prince, Mer, eut l'intuition que le héros de l'empire de Zurgus était celui qui avait tué le héros, et le prince aîné décida de faire confiance à son instinct, car il avait presque toujours raison dans de tels cas. Ce soir-là, mes amis et moi avons assisté à une fête avant le début de la conférence de paix. Et alors que je décidais de me reposer dans le jardin, une beauté gothique s'approcha de moi. Cependant, ils ne purent pas parler longtemps car le prince Mai arriva soudainement, et la fille demanda la permission de partir. Je demandai à Malarvan s'il avait quelque chose à voir avec moi, et le prince en vint tout de suite au fait en disant qu'il voulait que je le serve. J'ai essayé de le refuser poliment, mais Mère m'a dit que si je n'acceptais pas sa proposition, il me supprimerait ici même. J'ai été surpris par cela, mais Mère m'a dit que J était trop compétent et qu'il ne pouvait pas se permettre qu'un homme comme moi soit son ennemi. C'est pourquoi, si je refusais de devenir son allié, je devrais mourir sur le champ. J'ai été surpris par ces paroles, mais ce N était pas si étrange de la part de l'homme que j'avais connu et en qui j'avais confiance. Au même moment, sur le continent démoniaque, Yuriga arriva au château du seigneur démon et présenta son rapport. Elle dit au seigneur démon Ruiza qu'ils avaient échoué dans leur mission de récupérer l'aile, épée sacrée Rand, et que son partenaire avait également péri. Elle était prête à accepter n'importe quelle punition pour elle, échec, mais Ruiza la regarda fixement avec un visage impassible, dissimulant ses véritables plans pour l'avenir.
Mon histoire se termine ici, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et à bientôt.